Elle tomba à genoux dans la boue gelée, ses enfants serrés contre sa poitrine, tandis que le marteau du commissaire-priseur s'abattit une dernière fois. Son fils de 8 ans était sur le point d'être vendu aux mines. Sa petite fille criait «Maman». Puis, à travers la neige aveuglante, la voix d'un inconnu a coupé court au chaos. 5 mots qui allaient tout changer. Voici l'histoire de Sarah Whitmore, une mère qui a tout perdu, et du cowboy qui lui a donné une raison d'espérer à nouveau ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Restez avec moi jusqu'à la fin. Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Je veux voir jusqu'où cette histoire va voyager. La neige tombait comme une malédiction venue du ciel, épaisse et cruelle, et suffisamment froide pour geler les larmes sur le visage d'une mère avant même qu'elle ne puisse couler. Sarah Ellen Whitmore ne sentait plus ses doigts, ni ses orteils. La fine robe en calicot qu'elle portait, la seule robe qu'elle possédait, ne la protégeait plus du vent glacial qui balayait la place centrale de Silver Creek comme un couteau. Mais elle pouvait sentir ses enfants. C'était tout ce qui comptait. Will se pressait contre son flanc gauche, son corps de 8 ans rigide d'une fureur trop grande pour son petit gabarit. Abby s'accrochait à sa main droite, ses petits doigts devenant bleus malgré les efforts de Sarah pour les garder au chaud, et Sammy restait silencieux. Sammy était assis sur sa hanche, son cheval de bois serré contre sa poitrine, le visage enfoui dans son cou. Maman. Les dents d'Abby claquaient si fort qu'elle pouvait à peine parler. Maman, j'ai froid. Je sais, ma chérie. Je sais. Sarah serra sa file contre elle, mais elle n'avait plus aucune chaleur à lui donner. Elle l'avait donnée toute, pièce par pièce, il y a des mois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ses os et son désespoir, et cet amour féroce et terrible qui la maintenait debout, alors que tout le reste s'était effondré. La plateforme de vente aux enchères était en pain brut, construite à la hâte, déjà recouverte de glace. Les habitants de Silver Creek s'étaient rassemblés malgré la tempête. Ils étaient 50, peut-être 60, le visage dur, curieux et avide de spectacle. Sarah en reconnut certains. Madame Patterson, qui achetait des œufs à sa ferme avant que Thomas ne les perde au jeu. Les Henderson, qui s'asseyaient 3 rangs derrière eux à l'église. Le vieux Monsieur Cooper, qui faisait rebondir Will sur ses genoux quand le garçon n'était encore qu'un bébé. Aucun d'entre eux ne la regardait dans les yeux à présent. Il y a beaucoup de monde pour un temps pareil, murmura le commissaire-priseur à son assistant. Harlan a dû passer le mot. Sarah sentit son sang se glacer en entendant ce nom. Victor Harlan, l'homme qui tournait autour de sa famille comme un vautour depuis des mois, depuis que Thomas était mort, ne laissant derrière lui que des dettes et la honte. Très bien, mesdames et messieurs. Le commissaire-priseur, un Floridien nommé Silas Cutter, la barbe tachée de jus de tabac, s'avança et frappa son marteau sur le podium. Finissons-en avant de mourir de froid. Nous avons ici une veuve du nom de Sarah Whitmore. 28, en bonne santé, sait cuisiner, faire le ménage, et il consulta ses papiers. C'est lire et écrire. C'est quelque chose de spécial, mes amis. Un murmure parcourut la foule. Sarah sentit leur regard la dévisager, l'évaluer comme du bétail à une vente aux enchères. 3 enfants, continua Cutter. Un garçon de 8 ans, une fille de 5 ans, un garçon de 3 ans. Nous les vendrons séparément pour maximiser le prix. Non. Le mot s'échappa de la gorge de Sarah avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle s'avança, se plaçant entre le commissaire-priseur et ses enfants. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas nous séparer. Ce ne sont que des bébés. Ils ont besoin de leur mère. S'il vous plaît, je vous en supplie, madame. La voix de Cutter était menaçante. Nous en avons déjà discuté. La loi est claire. Les dettes de votre mari. Mon mari était alcoolique et joueur. La voix de Sarah se brisa, mais elle s'en moquait désormais. Qu'ils entendent tous. Il m'a menti, il m'a volé. Il est mort dans un fossé avec le nom d'une autre femme sur les lèvres et ne nous a laissé que la honte. Je n'ai pas signé ces papiers. Je n'ai pas fait ces paris. Pourquoi mes enfants devraient-ils payer pour ces péchés? Silence. Puis, quelque part dans la foule, une voix de femme. Sans vergogne, parlait ainsi de son mari décédé. Elle aurait dû le tenir à carreau, ajouta une autre voix. Une bonne épouse l'aurait su. Sarah avait envie de hurler. Une bonne épouse, elle avait essayé. Dieu sait qu'elle avait essayé. Elle avait caché les bouteilles de whisky et supplié Thomas d'arrêter.
Elle avait menti aux créanciers, mis en gage la bague de sa mère et travaillé jusqu'au sang, essayant de mettre de la nourriture sur la table. Et pourtant, elle avait tout perdu. Maman. La main de Will trouva la sienne et la serra fort. Sa voix était basse, calme, bien trop mature pour un garçon de son âge. Ne leur montre pas que tu es brisé. C'est ce qu'ils veulent. Sarah baissa les yeux vers son fils, vers les yeux verts de son père, qui la regardait avec une détermination qui lui brisait le cœur. Quand était-il devenu ainsi? Quand son petit garçon avait-il appris à être si dur? Je ne céderai pas, murmura-t-elle. Pas tant que je respirerai. Touchant. Une nouvelle voix, douce et froide comme la glace d'une rivière, vraiment touchante. La foule s'écarta et Victor Harlan s'avança. Il était grand et bien nourri, son manteau coûteux était impeccable malgré la neige qui tombait, une chaîne de montre en or brillait sur son gilet, il portait des gants en cuir de chevreau. Tout en lui respirait la richesse et le pouvoir, ainsi qu'une cruauté désinvolte qui donnait la chair de poule à Sarah. Monsieur Harlan. L'attitude de Cutter changea du tout au tout, devenant presque obséquieuse. Monsieur, je ne m'attendais pas à vous voir sortir par ce temps. Et manquer ça? Aaron sourit, mais son regard resta froid. Je n'y songerai pas. Il monta sur la plateforme et Sarah recula instinctivement, entraînant ses enfants avec elle. Le regard de Harlan les balaya, s'attardant lentement sur Will d'une manière qui donna envie à Sarah de lui arracher les yeux. Le garçon, dit Harlan, il avait l'air fort pour son âge. Quel âge a-t-il? 8 ans, monsieur. 8 ans. Harlan hocha la tête d'un air pensif. Parfait. J'ai besoin de garçons pour les puits inférieurs, ceux qui sont trop petits pour les hommes adultes. Il fera très bien l'affaire. Non. La voix de Sarah ressemblait à un grognement. Vous n'emmènerez pas mon fils. Harlan haussa un sourcil, amusé. Madame Whitmore, vous semblez faire preuve d'un malentendu. Vous n'avez pas votre mot à dire dans cette affaire. Votre mari me devait 312 $. Vous ne pouvez pas payer. Par conséquent, vous et vos biens m'appartenez. Ce ne sont pas des biens, ce sont des enfants. C'est la même chose aux yeux de la loi. Harlan se tourna vers Cutter. 200 pour le garçon. En espèces, je vais se le prendre maintenant. Non. Will se jeta en avant, brandissant ses petits poings. Je ne partirai pas. Vous ne pouvez pas m'y forcer. Je me battrai. Harlan attrapa son poignet avec une aisance déconcertante et le tordit. Will hurla de douleur et tomba à genoux. Will. Sarah se jeta sur Harlan, lui griffant le bras. Lâchez-le. Lâchez-le, monstre. Harlan la repoussa de sa main libre et elle trébucha, manquant de tomber. Seule sa prise sur Sammy la maintint debout. « Maman! » cria Abby. « Maman, lève-toi, maman! » La voix du shérif Harlan était ennuyée. « Contrôlez ces animaux. » Le shérif Dawson, un homme au cou épais et au regard méchant, monta sur la plateforme et attrapa le bras de Sarah, le tordant derrière son dos. Elle haleta de douleur mais n'arrêta pas de se débattre. « Lâchez mon fils, s'il vous plaît. Prenez-moi à sa place. Je travaillerai pour vous. Je ferai tout ce que vous voulez. Mais ne prenez pas mes bébés. Je vous en supplie. Je vous en supplie. » La supplication ne vous va pas, Madame Whitmore. Harlan resserra son étreinte sur le poignet de Will et le garçon gémit. Maintenant, parlons des autres. La fille est trop jeune pour travailler, mais elle grandira. 5 $ pour elle. Le nourrisson. Ce n'est pas un nourrisson, il a 3 ans. Est-ce important? Harlan haussa les épaules. Il est inutile pour le travail, mais je suppose que quelqu'un pourrait vouloir de lui pour autre chose. 1 $. Total pour le lot, 26 $. Sarah sentit le monde tourner. Cela ne pouvait pas être vrai. Cela ne pouvait pas être réel. En fait, Aaron fit une pause, ses yeux parcourant Sarah d'une manière qui lui donna la nausée. J'ai changé d'avis au sujet de cette veuve femme. Elle n'est pas mal pour une veuve, forte, en bonne santé. Elle pourrait s'avérer utile. L'implication était claire. Plusieurs hommes dans la foule ricanèrent. 400 pour les 4, annonça Harlan. Dernière offre. Cela couvre largement la dette plus vos frais, Cutter. Concluons cette affaire. Cutter acquiesça avec empressement. Vendu à M. Victor Harlan pour... Attendez. La voix venait de l'arrière de la foule, grave, rauque, avec une autorité qui fit se retourner les gens. Un homme se fraya un chemin à travers les habitants rassemblés.
Grand, mesurant bien plus de 1,80 m film, avec des épaules suffisamment larges pour bloquer le vent. Son manteau était en toile usée, recouverte de neige. Son chapeau était enfoncé sur sa tête pour se protéger de la tempête, mais ses yeux gris-bleus comme des nuages d'orage étaient fixés sur la plateforme avec une intensité qui interrompit Cutter au milieu de sa phrase. « Qui diable êtes-vous » demanda Harlan. « Je m'appelle Ezra Callahan. » L'inconnu arriva devant la foule et s'arrêta. Sa voix était calme, presque nonchalante, mais elle cachait une grande force. « Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. »« Alors vous savez qui je suis. Je sais ce que vous êtes. » Le regard d'Ezra se posa sur Will, toujours prisonnier de l'emprise de Harlan. Puis sur Sarah, retenue par le shérif, puis sur Abby et Sammy, serrés l'un contre l'autre au bord de la plateforme. « Je sais exactement ce que vous êtes. » Les yeux de Harlan se plissèrent. « Quoi que vous vendiez, étranger, je n'achète pas. Il s'agit d'une transaction privée. Cela ressemble plutôt à une vente aux enchères publiques à mes yeux. » Ezra grimpa sur la plateforme d'un seul mouvement. Et soudain, l'espace sembla plus petit, l'air plus épais. Et la dernière fois que j'ai vérifié, tout le monde pouvait enchérir lors d'une vente aux enchères publiques. « Vous voulez enchérir? » Harlan éclata de rire. « Sur quoi la femme? Elle est à moi, étranger. Tout ici est à moi. »« Pas encore. » Ezra se tourna vers Cutter. « Quel est le montant total de la dette? » Cutter jeta un regard nerveux à Harlan. « Je ne connais pas le montant de la dette. » Ezra répéta d'une voix plus dure. « Combien? » « 412 $. » Cutter balbutia. « Plus mes honoraires. Disons 450. » Et Harlan enchérissait 400. « Oui, mais Ezra plongea la main dans son manteau et en sortit une bourse en cuir. Il la renversa sur le podium et des pièces d'or se répandirent sur le bois avec un bruit semblable à celui de cloches qui sonnent. « 600, dit-il pour la femme et les 3 enfants. Ils restent ensemble. » La foule retint son souffle. Le visage de Harlan devint violet de rage. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'ai affaire à un homme qui achète des enfants pour leur intelligence et traite les femmes comme des objets. » La voix d'Ezra était calme, mais elle portait loin. « Je sais exactement à qui j'ai affaire. » Le shérif Dawson fit un pas vers Ezra, puis s'arrêta. Quelque chose dans les yeux de l'étranger, quelque chose de froid, de sûr et d'absolument intrépide, le fit réfléchir. « Lâche le garçon, » dit Ezra à Harlan. Ce n'était pas une demande. Ou quoi? La main d'Ezra se posa sur sa ceinture, reposant sur la crosse usée de son pistolet. Il ne le sortit pas. Il n'en avait pas besoin. « Lâche le garçon. » Pendant un long moment, personne ne bougea. La neige tombait silencieusement autour d'eux, recouvrant leurs épaules et leurs chapeaux, ainsi que les planches rugueuses de la plateforme. Le seul bruit était celui du vent qui hurlait à travers la place comme une âme perdue. Puis Harlan relâcha le poignet de Will. Le garçon trébucha en arrière, se frottant le bras, les yeux rivés sur le visage de l'inconnu. « Ce n'est pas fini, » siffla Harlan. « Tu t'es fait un ennemi puissant aujourd'hui, Callahan. J'ai déjà eu des ennemis. » La voix d'Ezra ne tremblait pas. « Vous êtes toujours là? Vous allez le regretter? Peut-être, mais pas aujourd'hui. » Il se tourna vers Cutter. « Vous avez mon argent. Donnez-moi les papiers et finissons-en. » Les mains de Cutter tremblaient, tandis qu'il fouillait dans ses documents. Sarah regardait, incrédule, les signatures être apposées. Les sceaux apposés sur les documents officiels passèrent d'un homme à l'autre. Le shérif lâcha son bras et elle trébucha en avant, serrant ses enfants contre elle. Will, Abby, Sammy, tous encore ensemble, toujours à elle. « Madame. » Elle leva les yeux et vit Ezra debout devant elle, son chapeau à la main. De près, elle pouvait voir la fatigue sur son visage, la vieille douleur dans ses yeux, une cicatrice qui traversait son sourcil gauche, une autre le long de sa mâchoire. C'étaient les marques d'un homme qui avait survécu à des choses terribles. « J'ai un chariot dehors, » dit-il doucement. « Il est chaud et sec, et il y a de la nourriture. Laissez-moi vous emmener dans un endroit sûr. » « Pourquoi? » Les mots sortirent difficilement de la gorge de Sarah. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne nous connaissez pas, nous ne sommes rien pour vous. » Ezra resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. « Ma mère a été vendue sur une plateforme comme celle-ci. J'avais 8 ans, comme votre fils. Ils l'ont emmenée de force, elle criait, et je ne l'ai jamais revue. » Sarah sentit des larmes se figer sur ses joues. « Alors quand je vois une famille sur le point d'être déchirée,
continua Ezra. Je fais quelque chose, parce que personne n'a rien fait pour moi. Il remit son chapeau, le tirant bas sur ses yeux. Allez, venez, avant que nous mourions tous de froid. Il les guida à travers la foule, qui s'écarta silencieusement devant lui. Sarah serra Sammy contre sa poitrine, son autre main agrippant les doigts gelés d'Abby. Will marchait à ses côtés, les yeux rivés sur le dos d'Ezra et la foule, à l'affût de toute menace. Le chariot attendait au bord de la place, recouvert d'une toile solide, tiré par 2 chevaux robustes qui piétinaient impatiemment dans la neige. Ezra les aida à monter, ses mains étonnamment douces, et installa les enfants sur le lit recouvert d'une couverture. « Il y a un brasero, dit-il en montrant une petite boîte en fer. Je l'allumerai dès que nous serons en route. Ça devrait réchauffer rapidement. » Sarah s'installa sur les couvertures et attira les 3 enfants sur ses genoux. Ses bras lui faisaient mal, son dos lui criait, mais elle tenait bon, car lâcher prise n'était pas une option. « Maman !» La voix de Will n'était qu'un murmure. « C'est vraiment fini? » À travers l'ouverture de la toile, Sarah pouvait voir Victor Harlan debout sur la place, les regardant partir. La neige se déposait sur ses épaules, son chapeau, son manteau coûteux. Mais ses yeux brûlaient d'une fureur froide et patiente qui lui glaçait le sang. « Je ne sais pas, mon bébé. » Elle embrassa les cheveux de son fils. « Je ne sais pas. » Le chariot se mit en mouvement, les emmenant loin de la place, loin des regards, loin de l'homme qui avait essayé d'acheter ses enfants comme du bétail. Mais même lorsque Silver Creek disparut derrière eux, englouti par la tempête, Sarah ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était que le début. Victor Harlan n'était pas un homme qui acceptait la défaite, et quoi qu'il arrive ensuite, elle savait au plus profond d'elle-même que ce serait bien pire que tout ce qu'elle avait survécu auparavant. Le chariot grinçait et gémissait en gravissant le chemin gelé, luttant contre les congères qui atteignaient presque les essieux. À l'intérieur, Sarah se blottissait avec ses enfants sous toutes les couvertures qu'Ezra leur avait fournies, formant de petits nuages dans l'espace exigu. Le brasero brillait d'une lueur orange, projetant des ombres vacillantes sur les parois en toile. Cela ne suffisait pas à chasser complètement le froid, mais cela permettait d'en atténuer les effets les plus pénibles. « Combien de temps ?» demanda Will, la voix étouffée contre l'épaule de Sarah. « Jusqu'à ce que nous arrivions à destination. »« Environ 3 heures, » répondit Sarah. « Si la tempête ne s'aggrave pas. » 3 heures. Will resta silencieux pendant un moment. « C'est long. On peut y arriver. »« Je sais. » Mais sa voix trembla légèrement, et Sarah le serra contre elle. Abby s'était endormie de l'autre côté, son petit corps enfin détendu après des heures de tension. Sammy était éveillé, ses yeux sombres, les yeux de Thomas. Dieu l'aide, fixait la toile qui les séparait du siège du conducteur. « Maman. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Qui est-ce que l'homme? »« Il s'appelle Ezra. » Sarah repoussa les cheveux de Sammy de son front. « Il va nous aider. Est-ce un homme bien? » Sarah hésita. Comment pouvait-elle répondre à cela? Elle avait pensé que Thomas était un homme bon avant qu'il ne se mette à boire, à jouer et à mentir. Elle lui avait fait confiance. Et regardez où cela les avait menés. « Je pense que oui, » dit-elle finalement. « Je l'espère. L'espoir ne suffit pas. » La voix de Will était dure. « Papa disait qu'il prendrait soin de nous aussi. Papa disait beaucoup de choses. Je sais, mon chéri, je le déteste. » Les mots sortirent avec violence, tremblant. « Je le déteste pour être mort. Je le déteste pour nous avoir quittés. Je le déteste pour... » La voix de Will se brisa. « Pour te faire pleurer tout le temps. Pour avoir tout gâché. » Sarah sentit les larmes lui piquer les yeux. « Will, c'est vrai. Ne me dis pas que ce n'est pas vrai. » Will recula pour la regarder, ses yeux verts, les yeux de Thomas. Pourquoi avait-elle tous les yeux de Thomas, brûlant d'une fureur qui lui faisait mal au cœur? « Il a tout gâché, maman. Tout. Et maintenant, nous devons faire confiance à un étranger parce qu'il n'y a personne d'autre. Parce que papa ne nous a laissé personne d'autre. Je sais. » Sarah prit le visage de son fils entre ses mains. « Je sais, mon chéri. Moi aussi, je suis en colère. Parfois, je suis tellement en colère que je ne peux plus respirer. Mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours ensemble. Et ça vaut quelque chose, n'est-ce que bon? » La lèvre inférieure de Will trembla. Pendant un instant, il ressembla au petit garçon qu'il était censé être, plutôt qu'au petit homme qu'il avait été contraint de devenir.
Je voulais qu'il soit différent, murmura Will. Je priais chaque soir pour qu'il arrête de boire, qu'il arrête de jouer, qu'il redevienne simplement notre papa. Mais il ne l'a jamais fait. Je sais, mon chéri. J'ai prié moi aussi. Dieu n'a pas écouté. Peut-être que si. Sarah serra Will contre elle, enfouissant sa tête sous son menton. Peut-être que c'est sa réponse. Peut-être qu'Ezra est censé nous aider. Ou peut-être qu'il n'est qu'un autre homme qui nous fera du mal. Peut-être. Sarah ne pouvait pas mentir à son fils. Plus maintenant. Mais pour l'instant, il est tout ce que nous avons. Alors, nous ferons attention, nous veillerons les uns sur les autres et nous nous protégerons mutuellement. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. La voix de Will était étouffée par sa robe. Toi, moi, Abby et Sammy. Personne d'autre. Personne d'autre. Le chariot fit un bond sur une ornière cachée et Abby remua en ouvrant les yeux. « Maman, on est déjà arrivé. »« Pas encore, ma chérie. Rendors-toi. »« Je ne peux pas. » Abby s'assit et se frotta les yeux. « J'ai trop froid et j'ai trop faim. Maman, j'ai tellement faim. » Sarah eut un pincement au cœur. Ils n'avaient rien mangé depuis la veille au matin, un maigre repas que le propriétaire de la pension leur avait fourni à contre-cœur avant de les mettre à la porte, avant que le shérif ne vienne les chercher pour les emmener à la vente aux enchères. « Je sais, ma chérie. Je sais. Quand nous arriverons au ranch de M. Callahan, nous mangerons. Je te le promets. De la vraie nourriture, comme du pain et du beurre, j'espère, et de la viande. » Les yeux d'Abby s'écarquillèrent. « De la vraie viande, maman. Nous verrons. » La toile de la tente brouissa et le visage d'Ezra apparut soudainement dans l'ouverture. De la neige collait à ses sourcils, à sa barbe et au bord de son chapeau. Ses jouets étaient rougis par le vent. « Nous sommes à environ 1 heure d'ici, » dit-il, haussant la voix pour couvrir le bruit de la tempête. La piste se détériore, mais les chevaux connaissent le chemin. « Nous y arriverons. »« Merci, » dit Sarah. Cela semblait insuffisant, mais que pouvait-elle dire d'autre? Ezra acquiesça, puis son regard se posa sur les enfants blottis les uns contre les autres, dans leurs vêtements légers, frissonnant malgré les couvertures. Une expression fugace traversa son visage. De la douleur, peut-être, ou un souvenir. Il y a de la nourriture dans ce sac, dit-il en désignant une sacoche en cuir près de l'avant du chariot. Du jerky, des tacos durs et des pommes séchées. Ce n'est pas beaucoup, mais ça vous remplira le ventre jusqu'à ce qu'on arrive à la maison. Abby eut le souffle coupé. De la nourriture. De la vraie nourriture. De la vraie nourriture. Était-ce un soupçon de sourire sur le visage buriné d'Ezra? Servez-vous. Il disparut derrière le rabat et Sarah l'entendit claquer la langue pour faire avancer les chevaux dans la neige. Elle tendit la main vers le sac avec des mains tremblantes. La viande séchée était dure et salée, le cœur assez dur pour casser une dent, les pommes séchées moelleuses et sucrées. Mais pour Sarah et ses enfants affamés, gelés et terrifiés, c'était le meilleur repas qu'ils aient jamais goûté. « Maman, » dit Will, la bouche pleine, oubliant pour une fois ses bonnes manières. « C'est bon. Ne parle pas la bouche pleine. »« Désolé, » dit-il en avalant, puis il sourit. Il sourit vraiment pour la première fois depuis des mois. Mais c'est vraiment bon, vraiment. Sarah sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Pas exactement de l'espoir, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Vraiment. Ils mangèrent ensuite en silence, se passant la nourriture entre eux, s'assurant que chacun ait sa part. Même Sammy, qui avait d'habitude besoin d'être encouragé pour manger quoi que ce soit, mâchait joyeusement un morceau de viande séchée, oubliant temporairement son cheval de bois. Lorsqu'ils eurent fini, le chariot ralentissait. Sarah repoussa le rabat de toile et jeta un coup d'œil à l'extérieur, dans la tempête, et retint son souffle. À travers la neige tourbillonnante, elle pouvait distinguer la forme de bâtiment, une grande maison à 2 étages avec de la lumière aux fenêtres, une grange massive et solide, plusieurs structures plus petites dispersées dans la cour, et au-delà, se fondant dans le blanc, les formes fantomatiques de clôtures s'étendant vers l'horizon. « C'est là. » Will s'était glissé à côté d'elle, les yeux écarquillés. « C'est là qu'on va vivre? » »« Je pense. C'est grand. » »« Oui, plus grand que notre ancienne maison. » Sarah ne répondit pas. Leur ancienne maison, celle que Thomas avait perdue au jeu, était modeste mais confortable, remplie de la chaleur des jours meilleurs. Cet endroit était différent,
plus grand, plus froid d'une certaine manière malgré les lumières aux fenêtres. Mais c'était un abri. C'était la sécurité. C'était une chance de recommencer à zéro. Et pour l'instant, cela suffisait. Le chariot s'arrêta devant la maison principale et Ezra apparut à l'arrière, abaissant le haillon. La neige tourbillonnait autour de lui, recouvrant ses épaules, son chapeau, sa barbe. Bienvenue au ranch Callahan, dit-il. Sa voix était rauque, presque maladroite. Ce n'est pas grand-chose à voir pour l'instant, mais c'est chaud et sec. Entrons. Il aida Sarah à descendre en premier, puis tendit la main aux enfants. Will hésita, le regard fatigué, mais il laissa Ezra le soulever du chariot. Abby suivit avec empressement, trop fatigué et transi de froid pour se méfier, et Sammy resta silencieux. Sammy tendit les deux bras vers Ezra, son cheval de bois pendait à l'un de ses petites poignes. Ezra se figea. Pendant un instant, quelque chose se brisa dans son expression prudente. De la douleur, du désir, un vieux chagrin si vif qu'il fit mal au cœur à Sarah. Puis il prit Sammy dans ses bras, installant le garçon contre sa hanche avec une aisance qui la surprit, et se dirigea vers la maison. « Venez, dit-il par-dessus son épaule. Avant que la tempête ne s'aggrave, Sarah rassembla Will et Abby et le suivit à travers la neige, vers la lumière, vers ce qui allait suivre. La porte s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne, et un homme âgé apparut, aux cheveux gris, le visage buriné, le regard bienveillant et le front plissé d'inquiétude. « Ezra, Dieu merci, j'étais sur le point d'envoyer des garçons à sa recherche. » Il s'arrêta, les yeux écarquillés en voyant Sarah et les enfants. « Eh bien, qu'est-ce que tout cela signifie? » « C'est une longue histoire, Dutch. » Ezra entra, toujours avec Sammy dans les bras, fait du café et regarde s'il reste du ragoût du dîner. « Du ragoût. » Dutch haussa les sourcils. « Ezra, que s'est-il passé en ville? Je croyais que tu allais juste chercher des provisions. Les plans ont changé. » Ezra posa doucement Sammy par terre, puis se tourna vers Sarah. « Madame Whitmore, voici Dutch Brennan. C'est mon contremaître. Il travaille au ranch depuis l'époque de mon père. Dutch, voici Sarah Whitmore et ses enfants. Ils vont rester avec nous pendant quelque temps. » « Restez. » Dutch regarda Ezra et Sarah, essayant clairement de reconstituer l'histoire. Puis il sembla décider que cela pouvait attendre. « Eh bien, entrez, entrez. Réchauffez-vous. » Ces petites ont l'air gelées à moitié morts. Il les conduisit vers la cheminée où un feu énorme crépitait et rugissait. Sarah sentit la chaleur l'envahir comme une bénédiction en réchauffant sa peau gelée, ses os endoloris, son âme épuisée. « Asseyez-vous, asseyez-vous. » Dutch approcha des chaises du feu. « Je vais chercher le café et le ragoût. »« Ezra, tu veux expliquer ce qui s'est passé? » Plus tard, Ezra se dirigeait déjà vers la porte. « Je dois m'occuper des chevaux dans cette tempête. Ils nous ont amenés ici sains et saufs. Le moins que je puisse faire, c'est m'assurer qu'ils sont nourris et au chaud. » Il s'arrêta à la porte, regardant Sarah. « Dutch s'occupera de vous. Mangez quelque chose, reposez-vous. Nous parlerons demain matin. » Puis il disparut. La porte se referma derrière lui avec un claquement. Dutch secoua la tête, l'air à la fois amusé et exaspéré. Cet homme a toujours été meilleur avec les chevaux qu'avec les gens. Il se tourna vers Sarah avec un sourire bienveillant. « Bon, Madame Whitmore, installons-nous avec vos bébés. Vous avez l'air d'avoir traversé l'enfer. » « C'est le cas, » répondit Sarah doucement. « Nous tous, mais vous êtes en sécurité maintenant. » Dutch lui tapota l'épaule avec une douceur qui lui fit monter les larmes aux yeux. « Quoi qu'il se soit passé là-bas, quoi qu'il vous ait amené ici, vous êtes en sécurité maintenant. Ezra est un homme bon, le meilleur homme que je connaisse. Il prendra soin de vous. Sarah voulait le croire. Mon Dieu, comme elle voulait le croire. » Mais alors qu'elle était assise près du feu, regardant ses enfants manger leur premier vrai repas depuis des jours, elle ne pouvait chasser de son esprit l'image de Victor Harlan debout dans la neige, les regardant partir, et le regard dans ses yeux qui promettait que ce n'était pas fini. Loin de là, le feu crépitait et éclatait, projetant des ombres dansantes sur les murs, tandis que Sarah finissait son ragoût. Dutch avait insisté pour lui remplir 2 fois son bol, et maintenant son estomac était plus plein qu'il ne l'avait été depuis des semaines, voire des mois. Les enfants s'étaient endormis en tas près de la cheminée, emmêlés comme des chiots, cherchant la chaleur.
Will avait passé son bras autour d'Abby pour la protéger, et Sammy était recroquevillé entre eux, son cheval de bois toujours serré dans son poing. Sarah ne pouvait s'empêcher de les regarder. Ils étaient en sécurité, nourris, au chaud. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, ils étaient vraiment en sécurité. Encore du café. Elle leva les yeux et vit Dutch debout à côté d'elle, une cafetière à la main. Son visage buriné était aimable, patient. Il n'avait pas insisté pour obtenir des explications, n'avait pas exigé de réponse, il s'était contenté d'entretenir le feu et de servir à manger. Merci. Sarah tendit sa tasse. Pour tout. Vous avez été si gentil et vous ne nous connaissez même pas. Je n'ai pas besoin de vous connaître pour voir que vous aviez besoin d'aide. Dutch versa le café, puis s'installa dans le fauteuil en face d'elle. De toute façon, Ezra ne ramène pas des gens à la maison sans raison valable. Il a un instinct pour les gens. Il l'a toujours eu. Quel genre d'instinct? Celui qui vient d'une vie difficile. Le regard de Dutch se posa sur le feu. Il t'a déjà parlé de sa mère. Il a dit qu'elle avait été vendue quand il avait 8 ans. 8 ans. Dutch secoua lentement la tête. Le même âge que ton fils. Il l'a vu partir en hurlant. Son père a essayé de l'en empêcher. Il a été battu à mort pour ça. Il est mort quelques mois plus tard. Le médecin a dit que c'était de chagrin, mais je pense que c'était plus que ça. Il a simplement renoncé à vivre. Sarah eut la gorge serrée, et Ezra s'est élevé tout seul. Il a fait des petits boulots. Il a travaillé. Il a appris à monter à cheval avec un vieil Indien Cherokee qui a eu pitié de lui. Il a économisé chaque centime. Il a construit cet endroit à partir de rien. La voix de Dutch s'adoucit avec fierté. Il est un peu rude. Je ne vais pas mentir. Il ne sait pas trop parler, ni exprimer ses sentiments, ni rien de tout ça. Mais il n'y a pas de meilleur homme dans la région. Pas un seul. Pourquoi tu me dis ça? Dutch la regarda dans les yeux. Parce que j'ai vu comment tu le regardais. Comme si tu t'attendais à ce que le pire arrive. Comme si vous vous attendiez à ce qu'il soit comme ceux qui vous ont fait du mal auparavant. Sarah se raidit. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas grave. Dutch leva la main. Vous avez tout à fait le droit d'être prudente, tout à fait le droit de protéger ses bébés, mais je veux que vous sachiez qu'Ezra ne vous fera pas de mal. Il ne leur fera pas de mal. Il préférerait se couper le bras. La porte s'ouvrit brusquement et Ezra entra en trébuchant, apportant avec lui un tourbillon de neige et d'air froid. Il était resté dehors pendant plus d'une heure à s'occuper des chevaux et son visage était rougi par le vent. La tempête empire, dit-il en secouant la neige de son manteau. Nous n'irons nulle part pendant quelques jours. La cabane est prête? Demanda Dutch. Assez bien. J'ai réparé la fenêtre la semaine dernière et il y a du bois empilé près du poêle. Le regard d'Ezra se posa sur les enfants endormis et cette étrange douceur apparut à nouveau sur son visage. Ils étaient profondément endormis. Dutch se leva en s'étirant le dos. Je vous laisse discuter tous les deux. Madame Whitmore, ce fut un plaisir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci, Monsieur Brennan. Dutch, juste Dutch. Il sourit, souleva un chapeau invisible et disparut par une porte à l'arrière de la maison. Le silence s'installa, seulement rompu par le crépitement du feu et le hurlement du vent dehors. Sarah regarda Ezra se déplacer dans la pièce, accrocher son manteau, retirer ses bottes, se servir une tasse de café. Ses mouvements étaient d'économe, ceux d'un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie seul. « Vous devriez dormir un peu, dit-il finalement, sans la regarder. La journée a été longue. »« Je ne peux pas. » Sarah serra sa tasse entre ses mains. « Je n'arrête pas de penser à ce qui va se passer ensuite. À ce que vous attendez de nous. À ce que cet arrangement signifie réellement. » Ezra resta silencieux un instant. Puis il traversa la pièce et s'assit dans le fauteuil que Dutch avait quitté, étirant ses longues jambes vers le feu. « Cela signifie que tu travaillerais pour moi, dit-il. Tu cuisines, tu nettoies, tu t'occupes de la maison. L'endroit est en ruine depuis la mort de Madame Henderson. Je ne suis pas doué pour ce genre de choses, je ne l'ai jamais été. Et mes enfants, ce sont des enfants. Ils feront les tâches ménagères comme n'importe quel enfant de ranch. Mais ils iront aussi à l'école quand le temps le permettra. Ils apprendront à lire correctement, à compter. J'apprendrai aux garçons à s'occuper des chevaux s'ils le souhaitent. Les plus petits pourront aider au jardin au printemps.
Il marqua une pause. Ils auront le temps de jouer, d'être des enfants. C'est important. Sarah le fixa du regard. Vous remboursez une dette de 400 $ et en échange, vous voulez que je m'occupe de la maison et que je cuisine? Tu cuisines sûrement mieux que moi. Dutch ne le dira pas, mais je sais qu'il en a marre de manger de la viande brûlée et des haricots crus. Elle eut un petit rire surpris. C'est vraiment tout ce que tu veux. Ezra serra les mâchoires. Madame Whitmore, je ne sais pas quel genre d'homme vous avez connu dans votre vie, mais je ne veux pas. Il s'interrompit puis reprit. Je ne m'attends pas à une autre pause. Bon sang. Il passa une main dans ses cheveux, l'air vraiment mal à l'aise. Je ne cherche pas de femme, dit-il sans détour. Je ne cherche rien de tout ça. Vous avez votre propre cabane, votre propre espace, votre propre porte avec une serrure. Ce que je veux, c'est de l'aide pour gérer ce ranch. C'est tout, rien de plus. Sarah scruta son visage à la recherche d'un signe de tromperie, d'un indice qui lui dirait que tout cela était trop beau pour être vrai. Tout ce qu'elle vit, c'était un homme qui ne savait pas trop quoi faire de ses mains. Pourquoi, demanda-t-elle doucement, pourquoi se donner tout ce mal? Pourquoi dépenser tout cet argent? Vous auriez pu passer devant cette vente aux enchères sans même vous retourner. Ezra resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. Quand ils ont emmené ma mère, il y avait un homme dans la foule. Un homme riche aurait pu facilement l'acheter. Il aurait pu nous garder ensemble. Que s'est-il passé? Il s'est éloigné. Le regard d'Ezra était distant, fixé sur quelque chose que lui seul pouvait voir. Il s'est simplement retourné et s'est éloigné comme si nous ne valions pas la peine. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce jour-là, j'ai juré, a poursuivi Ezra, que si jamais j'avais les moyens d'aider quelqu'un, si jamais j'avais le pouvoir d'empêcher une famille d'être déchirée, je le ferais, quel qu'en soit le prix. Il a finalement croisé son regard. Vous et vos enfants aviez besoin d'aide. J'avais les moyens. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas simple, a murmuré Sarah. Rien dans cette histoire n'est simple. Non, je pense que non. Ezra se leva soudainement, agité. Mais c'est fait. Vous êtes ici. Ces enfants sont en sécurité. Nous verrons le reste au fur et à mesure. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Il y a une cabane à environ 50 mètres de la maison. C'est là que vous allez rester. Dutch a demandé aux garçons de la remplir de provisions, de couvertures, de nourriture, de tout ce dont vous avez besoin. Je vous la montrerai demain matin, quand la tempête se sera calmée. Merci. Ces mots lui semblaient insuffisants, mais c'était tout ce qu'elle avait à dire. Ezra hocha la tête une fois, puis disparut derrière la porte, la laissant seule avec ses enfants endormis et le feu qui s'éteignait. Sarah resta longtemps assise à regarder les flammes se réduire en braise, repensant à tout ce qui s'était passé. La vente aux enchères, les mains cruelles de Harlan sur son fils, l'étranger qui était apparu de nulle part et avait tout changé. Elle ne faisait pas confiance à Ezra Callahan. Elle ne savait pas si elle le pouvait. La confiance lui avait été arrachée au fil des années par des promesses non tenues et des espoirs brisés, mais elle voulait lui faire confiance. Que Dieu l'aide. Elle le voulait. Les 3 jours suivants passèrent dans un tourbillon de neige et d'installation. La tempête faisait rage sans pitié, accumulant des congères contre les murs de la cabane et rendant tout déplacement impossible. Mais à l'intérieur, Sarah et ses enfants étaient au chaud, bien nourris, et commençaient lentement à croire qu'ils étaient peut-être en sécurité. La cabane était petite, mais solide, avec une pièce principale équipée d'un poêle en fonte, d'un grand lit, d'une table avec 4 chaises et d'un coffre au pied du lit. Quelqu'un, probablement un Hollandais, avait rempli les étagères de provisions. De la farine, du sucre, du café, du sel, du porc, des haricots et même un précieux pot de miel qui fit écarquiller les yeux d'Abby. « Tout ça est pour nous ?» demanda-t-elle en se mettant sur la pointe des pieds pour regarder les étagères. « Tout? Tout, confirma Sarah. Mais nous devons faire en sorte que cela dure, ma chérie. Nous ne savons pas quand nous pourrons en avoir davantage. Je ferai attention, promis solennellement Abby. Je ne mangerai pas trop. Je ferai en sorte que ça dure éternellement. Will était, comme on pouvait s'y attendre, plus méfiant. Il essaie de nous acheter, dit-il le 2e jour, en regardant par la fenêtre Ezra traverser la cour vers la grange. C'est ce que font les hommes comme lui.
Il vous offre de belles choses, vous rassure. Et ensuite? Demanda Sarah doucement. Will serra les mâchoires. Et ensuite, il te montre qui ils sont vraiment. Ton père a fait ça, je sais, mais tous les hommes ne sont pas comme ton père, Will. Comment le sais-tu? Les yeux de son fils étaient féroces, provocateurs. Comment sais-tu qu'il ne deviendra pas exactement comme lui? Je ne le sais pas. Sarah le serra contre elle, même s'il résista au début. Je ne sais rien avec certitude, mais je sais que nous n'avions pas le choix, Will. C'était ça ou l'esprit de Harlan. C'était ça ou les regarder vendre Abby et Sammy à des étrangers. Parfois, il faut prendre des risques avec les gens, même quand on a peur. Je n'ai pas peur. Si, tu as peur. Et ce n'est pas grave. J'ai peur, moi aussi. Sarah embrassa le sommet de sa tête. Mais nous aurons peur ensemble et nous veillerons l'un sur l'autre. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Will resta silencieux un instant, puis répondit à contre-cœur. C'est ce que nous faisons. Le troisième jour, la tempête s'est enfin calmée. Sarah s'est réveillée dans le silence. Un vrai silence, sans le hurlement constant du vent et la pâle lumière du matin qui filtrait à travers la fenêtre couverte de givre. Elle s'habilla rapidement et sortit, retenant son souffle devant la transformation. Le monde était devenu blanc, immaculé et scintillant sous un ciel si bleu qu'il faisait mal aux yeux. La neige recouvrait tout, les bâtiments, les clôtures, les collines lointaines, comme un nouveau départ. Une page blanche, le matin. Elle se retourna et vit Ezra s'approcher de la grange, ses bottes crissant dans la neige. Il avait l'air différent à la lumière du jour, moins intimidant, plus humain. Fatigué, réalisa-t-elle, comme un homme qui n'avait pas bien dormi depuis longtemps. Bonjour, répondit-elle. La tempête est passée. Pour l'instant, une autre arrive dans quelques jours, d'après Dutch. Nous avons un petit créneau pour aller chercher des provisions et vérifier les stocks. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, les mains enfoncées dans ses poches. Comment vous adaptez-vous? Assez bien. Les enfants dorment encore. Tant mieux. Les enfants ont besoin de dormir. Il changea de position, visiblement mal à l'aise avec les banalités. Je voulais vous montrer la maison principale aujourd'hui, où se trouvent les choses, ce qu'il y a à faire, si vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Ils traversèrent ensemble la cour, leur souffle formant de la buée dans l'air froid. Sarah se surprit à étudier le profil d'Ezra. La mâchoire carrée, les vieilles cicatrices, la façon dont il se tenait, comme un homme qui s'attendait à des ennuis. « Je peux vous poser une question ?» dit-elle. « Vous pouvez demander. Je ne répondrai peut-être pas. Victor Harlan. Vous n'avez pas semblé surpris par lui, comme si vous aviez déjà vu des gens comme lui. » L'expression d'Ezra se durcit. Il y a un Victor Harlan dans chaque ville. Des hommes qui pensent que l'argent leur donne le droit de posséder des gens, de les utiliser et de les jeter. Il resta silencieux pendant un moment. L'homme qui a acheté ma mère était comme ça. Il l'a utilisée jusqu'à ce qu'elle ne lui soit plus utile, puis il l'a revendue. J'avais 15 ans quand j'ai enfin réussi à la retrouver. Le cœur de Sarah se serra. « Tu l'as retrouvée? » « J'ai trouvé sa tombe. » La voix d'Ezra était neutre, sans émotion. « Elle était morte depuis 2 ans. Elle était morte d'épuisement, disait-il. Personne ne se souvenait même de son nom. Je suis vraiment désolé. Ne le sois pas. C'était il y a longtemps. Je suis... » Mais ses mains s'étaient crispées en poing, et Sarah pouvait voir la vieille rage bouillonner juste sous la surface. Le fait est que je sais que les hommes comme Aaron savent de quoi ils sont capables, et je sais qu'il ne va pas laisser passer ça. Que voulez-vous dire? Ezra s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. Je veux dire qu'il arrive, Madame Whitmore. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas cette semaine, mais il viendra. Les hommes comme lui n'acceptent pas la défaite. Ils ne pardonnent pas, et ils n'oublient certainement pas. La peur noua l'estomac de Sarah. Que dois-je faire? Restez près de la maison. Ne sortez pas seul. Et si vous voyez quelqu'un, vous ne reconnaissez personne. Venez me trouver ou Dutch immédiatement. Compris. Sarah acquiesça, la gorge serrée. Bien. Ezra se remit en route. Allez, viens, je vais te faire visiter avant que les enfants se réveillent. La maison principale était plus grande que Sarah ne l'avait imaginé. Elle comptait 2 étages avec plusieurs chambres à l'étage et une grande cuisine, une salle à manger et un salon au rez-de-chaussée, mais elle avait désespérément besoin d'être entretenue.
La poussière recouvrait toutes les surfaces, les fenêtres étaient sales. La cuisine portait les traces de repas préparés à la hâte et jamais correctement nettoyés. Comme je te l'ai dit, marmonna Ezra en suivant son regard, je ne suis pas doué pour ce genre de choses, ce n'est pas si grave. Sarah passa son doigt sur le manteau de la cheminée, laissant une trace dans la poussière. Rien qui ne puisse être réparé avec un peu de travail et du savon. Vous croyez? J'en suis sûr. Elle se tourna vers lui. J'ai passé toute ma vie à nettoyer des dégâts, Monsieur Callahan. Ce n'est rien comparé à ce que j'ai déjà eu à faire. Quelque chose brilla dans les yeux d'Ezra. Du respect peut-être, ou de la gratitude. Ezra, dit-il, si nous devons travailler ensemble, vous pouvez m'appeler Ezra. D'accord, Ezra. Sarah s'autorisa un petit sourire. Alors vous devriez m'appeler Sarah, Sarah. Il prononça ce nom comme s'il en testait le poids. Très bien. Ils restèrent là un moment, un silence étrangement confortable s'étirant entre eux. Puis Ezra s'éclaircit la gorge et détourna le regard. Je devrais aller voir les chevaux. Dutch sera là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il était parti avant que Sarah n'ait pu répondre, avançant à grands pas qui avalaient le sol. Elle le regarda s'éloigner. Quelque chose remuait dans sa poitrine, qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. C'était trop tôt, trop rapide, trop dangereux. Mais alors qu'elle se retournait vers la maison poussiéreuse, dressant déjà mentalement la liste des choses à faire, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé entre eux, quelque chose d'important. Les jours s'écoulèrent ensuite à un rythme régulier. Sarah se jeta dans le travail avec une détermination qui frôlait la férocité. Elle frotta les sols jusqu'à ce qu'ils brillent. Elle lava les fenêtres jusqu'à ce que la lumière du soleil puisse y pénétrer sans obstacle. Elle rangea le garde-manger, raccommoda les rideaux et transforma lentement et méthodiquement cette maison négligée en un endroit qui ressemblait à un foyer. Les enfants s'adaptèrent à leur manière. Abby revendiqua comme sienne une petite parcelle du jardin gelé, planifiant déjà ce qu'elle y planterait au printemps. Sammy suivait Sarah partout, son cheval de bois toujours à la main, perdant peu à peu sa peur des nouveaux visages qui l'entouraient. Et Will, prudent, colérique et protecteur, a commencé à passer du temps avec Dutch dans la grange. Sarah l'a découvert le 4e matin, lorsqu'elle est partie à la recherche de son fils, et l'a trouvé en train d'aider le vieux contremaître à nettoyer les étables. Il est doué, lui a dit Dutch plus tard, la fierté perceptible dans sa voix. Ce garçon n'a pas peur du travail. Il me rappelle Ezra à son âge. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment, dit Sarah. Dutch rit. Ça l'est, crois-moi. Ce soir-là, pour la première fois depuis la mort de Thomas, Sarah entendit Will rire. Rire vraiment. Pas le rire amer et sarcastique qu'il avait adopté ces derniers mois, mais un rire enfantin et sincère qui lui fit chaud au cœur. Il racontait à Abby qu'un cheval avait éternué sur Dutch, éclaboussant le visage du contremaître de Morve. Même Sammy gloussait en écoutant l'histoire. Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte de la cabane, observant ses enfants, et sentit des larmes couler sur ses joues. Tout allait bien se passer. D'une manière ou d'une autre, contre toute attente, tout allait bien se passer. Un coup frappé à la porte de la cabane la fit sursauter. Elle essuya rapidement ses yeux et ouvrit la porte pour trouver Ezra debout sous le porche, son chapeau à la main. « Bonsoir, dit-il. J'espère que je ne dérange pas. »« Pas du tout. Quelque chose ne va pas. Non, c'est juste que... » Il hésita, l'air mal à l'aise. « Je voulais prendre de vos nouvelles. Voir comment vous vous installiez. Nous nous installons bien. Mieux que bien, en fait. » Sarah s'écarta. « Voulez-vous entrer? » Ezra hésita, puis secoua la tête. « Ce ne serait pas convenable, mais je... » Il fouilla dans son manteau et en sortit un petit paquet enveloppé dans du papier brun. « C'est pour la petite fille, Abby. J'ai remarqué qu'elle portait la même robe tous les jours et je me suis dit que la sœur de Dutch avait envoyé des affaires il y a quelque temps. Des vêtements pour une fille qu'elle n'a jamais eue. Et j'ai pensé... » Il tendit le paquet à Sarah, l'air de vouloir disparaître sous terre. Sarah le prit, stupéfaite. « Ezra, c'est incroyablement gentil de votre part. Ce n'est rien, juste de vieux vêtements. » Il prenait de la poussière dans un coffre. Il remit son chapeau sur sa tête. « Bon, bonne nuit. » Il était parti avant qu'elle ait pu le remercier correctement, s'éloignant à grands pas dans la neige comme si quelque chose le poursuivait. Sarah resta longtemps sur le pas de la porte, le regardant disparaître dans l'obscurité. Puis elle baissa les yeux vers le paquet qu'elle tenait dans ses mains
et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose de chaud, de dangereux, quelque chose qui, malgré tout ce qu'elle avait vécu, ressemblait terriblement à de l'espoir. À l'intérieur de la cabane, Abby poussa des cris de joie en voyant les robes, trois de couleurs différentes, toutes en laine chaude, parfaites pour l'hiver du Colorado. Will regarda sa sœur tourner dans la petite pièce, essayant chacune d'elles. Et pour une fois, il ne fit aucun commentaire suspect ou cynique. Il n'est pas si mal, dit Will doucement, debout à côté de Sarah près de la fenêtre. Monsieur Callahan, je pensais qu'il le serait, mais ce n'est pas le cas. Non. Sarah acquiesça, les yeux toujours fixés sur l'obscurité où Ezra avait disparu. Il n'est pas si mal du tout. Mais même en disant cela, elle ne pouvait se défaire du sentiment que des ennuis approchaient. Que cette paix, cette sécurité, cet espoir fragile qu'ils étaient en train de construire, allait être mise à l'épreuve. Et quelque part là-bas, au-delà des collines enneigées et de la prairie silencieuse, Victor Harlan attendait. 2 semaines passèrent, et le rythme de la vie au ranch s'installa dans les os de Sarah comme quelque chose qu'elle avait toujours connu. Elle se réveillait avant l'aube, allumait le feu et préparait le petit déjeuner. Les enfants avaient leurs tâches à accomplir. Will était dans la grange avec Dutch Abbey qui s'occupait des poulets. Sammy suivait sa mère comme une petite ombre. Le soir, ils se réunissaient dans la maison principale pour le dîner, et Sarah se surprenait à attendre ses repas avec plus d'impatience qu'elle ne voulait l'admettre. Ezra était là tous les soirs, assis en bout de table, mangeant sa cuisine avec une gratitude qui la faisait rougir. Il ne parlait pas beaucoup, ce n'était pas son genre, mais il écoutait Abby parler de ses poules, les questions de Will sur les chevaux, et même le babillage de Sammy qui avait considérablement augmenté depuis leur arrivée. Les garçons sortaient de leur coquille. Dutch fit cette observation un soir en regardant Sammy montrer son cheval en bois à Ezra pour la 100e fois. Il ne disait presque rien quand tu es arrivé. Maintenant, il n'arrête pas de parler. Il se sent en sécurité, dit Sarah doucement. Les enfants savent quand ils sont en sécurité. Dutch lui jeta un coup d'œil. Et toi, tu te sens en sécurité maintenant? Sarah ne répondit pas. Elle ne savait pas trop comment. La deuxième tempête arriva 3 jours plus tard, comme Dutch l'avait prédit. Elle hurla à travers la prairie, comme un être vivant, empilant la neige contre des bâtiments et faisant disparaître le monde dans un néant blanc. Mais cette fois, Sarah n'avait pas peur. Elle avait de la nourriture, de la chaleur, un abri. Elle avait ses enfants autour d'elle. Elle avait Ezra. Pas d'un point de vue romantique. Elle ne se permettait pas de penser ainsi, mais comme une présence, un protecteur, quelqu'un qui venait les voir tous les jours, qui s'assurait qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, qui regardait ses enfants comme s'ils comptaient. C'est le 3e jour de la tempête que tout a changé. Sarah était dans la maison principale, occupée à préparer la pâte à pain, lorsqu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir brusquement. Elle leva les yeux, s'attendant à voir Ezra ou Dutch, et sentit son sang se glacer. Victor Harlan se tenait dans l'embrasure de la porte, la neige tourbillonnant autour de lui, un sourire cruel sur son beau visage. Madame Whitmore. Il entra, époussetant la neige de son manteau coûteux. Quel plaisir de vous revoir. Les mains de Sarah se figèrent dans la pâte. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Comment êtes-vous arrivé ici? Sa voix était plus calme qu'elle ne se sentait. La tempête, j'ai de bons chevaux, de bons hommes. Harlan s'avança dans la pièce, ses yeux balayant les sols propres, les étagères bien rangées, le feu qui crépitait dans la cheminée. Vous vous en êtes bien sorti. L'endroit est plus beau que je ne l'imaginais. Vous devez partir. Vraiment? Aaron s'installa dans l'un des fauteuils près du feu, se mettant à l'aise. Je ne pense pas. Vous voyez, Dame Whitmore, j'ai fait quelques recherches. Il y a quelque chose d'intéressant à propos de votre monsieur Callahan. Il a un passé assez mouvementé. Sarah sentit sa gorge se serrer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, laissez-moi vous éclairer. Harlan sortit un papier plié de son manteau. Ezra Josiah Callahan, né en 1841 dans le Tennessee. Sa mère était une esclave affranchie. Son père était un blanc-bec. Sa mère a été vendue quand le garçon avait 8 ans. Il semble que les papiers de liberté n'étaient pas tout à fait légitimes après tout. Son père est mort d'alcoolisme. Le garçon a été ballotté entre différents ranchs jusqu'à ce qu'il atterrisse ici.
Ce n'est pas un crime. Non, mais ça l'est. Le sourire de Harlan s'élargit. En 1865, votre monsieur Callahan a tué un homme, l'a abattu dans la rue dans une ville appelée Redemption, au Kansas. Sarah sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous mentez. Vraiment? L'homme qui l'a tué s'appelait Silas Crawford, un homme d'affaires respecté, pilier de la communauté. Harlan remit le journal dans sa poche. Callahan a prétendu qu'il s'agissait de légitime défense. Il a dit que Crawford avait tiré le premier, mais il n'y avait aucun témoin. Et la famille de Crawford avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Votre cow-boy a échappé de justesse à la potence. Si c'est vrai, pourquoi n'est-il pas en prison? Parce qu'il s'est enfui, a changé de nom. Il s'est enfoui ici, au milieu de nulle part, espérant que personne ne le trouverait jamais. Harlan se pencha en avant, les yeux brillants. Mais je l'ai trouvé, Madame Whitmore. Et maintenant, je vais utiliser ce que je sais pour lui prendre tout ce qu'il possède, y compris vous. Sarah serra les poings. Je ne suis pas à vous. Vous le serez. Une fois que Callahan sera en prison ou pendu, qui pensez-vous qui reprendra ce ranch? Qui pensez-vous qui récupérera votre dette? Harlan s'approcha d'elle. J'ai déjà parlé au shérif territorial. Il est très intéressé par une rencontre avec M. Callahan. Il devrait arriver dans quelques jours, si le temps me le permet. Sortez. La voix de Sarah tremblait, mais elle tint bon. Sortez de cette maison. Sinon quoi? Vous allez crier. Appelez à l'aide. Harlan rit. Votre cowboy est parti vérifier le bétail. Dutch est dans le dortoir. Le temps que quelqu'un arrive, je serai parti. Il tendit la main et lui toucha le visage, et Sarah recula. Mais je voulais que tu saches ce qui va se passer. Je voulais que tu aies le temps d'y réfléchir, de réaliser que te battre contre moi est inutile. Je ne cesserai jamais de me battre contre toi. On verra bien. Harlan se dirigea vers la porte. Transmets mes salutations à M. Callahan. Dis-lui que Victor Harlan récupère toujours ce qui lui est dû. Il était parti avant que Sarah n'ait pu répondre, disparaissant dans la tempête comme un fantôme. Sarah resta figée pendant un long moment, tout son corps tremblant. Puis elle courut. Elle trouva Ezra dans la grange, occupé à examiner une mère enceinte. Il leva les yeux lorsqu'elle fit irruption, l'inquiétude se lisant sur son visage. Sarah, qu'y a-t-il? Harlan était ici. Les mots sortirent précipitamment. Il était dans la maison. Et ici pour le Kansas. Pour la rédemption. Pour l'homme que tu as tué. Il va venir avec un marshal. Ezra, il va l'arrêter. La voix d'Ezra était calme, mais son regard était devenu dur, froid. Calme-toi. Raconte-moi tout. Sarah lui raconta tout. Chaque mot prononcé par Harlan, chaque menace, chaque sourire cruel. Quand elle eut fini, Ezra serrait les mâchoires si fort qu'on aurait dit qu'elles allaient craquer. Silas Crawford, dit-il doucement. J'aurais dû savoir que cela reviendrait me hanter. C'est vrai. L'as-tu tué? Ezra resta silencieux pendant un long moment. Puis il acquiesça. Oui, je l'ai tué. Je l'ai abattu dans la rue, comme l'a dit Harlan. Il la regarda dans les yeux. Mais ce n'était pas un meurtre, Sarah. C'était de la justice. Je ne comprends pas. Silas Crawford était l'homme qui avait acheté ma mère, l'homme qui l'avait fait travailler jusqu'à la mort et l'avait enterré dans une tombe anonyme. La voix d'Ezra était rauque, marquée par une vieille douleur. J'ai passé 10 ans à le chercher. Quand je l'ai enfin trouvé, je suis entré dans ce saloon et je lui ai dit qui j'étais. Je lui ai dit ce qu'il avait fait. Il s'est moqué de moi, il a appelé ma mère, il a arrêté de serrer les poings. Il a dégainé le premier. J'ai juste été plus rapide, c'est tout. Sarah le fixait. Tes mains, il l'a détruite, exploitée, cloîtée, puis jetée comme si elle n'était rien. Et ensuite, il en a ri. Le regard d'Ezra était lointain. Je ne regrette pas de l'avoir tué. Je le referai, mais je sais comment ça paraît. Un métis qui tue un homme d'affaires blanc. Aucun témoin. La famille de Crawford qui réclame vengeance. Il secoua la tête. Je me suis enfui parce que je n'avais pas le choix. J'ai recommencé à zéro. J'ai construit cet endroit à partir de rien. Je pensais avoir enfin enterré le passé. Aaron va tout déterrer. Harlan va essayer. Ezra serra les mâchoires. Mais j'ai aussi des amis. Des gens qui connaissent la vérité sur Crawford. Des gens qui avaient trop peur de parler à l'époque, mais qui pourraient changer d'avis aujourd'hui. Et si cela ne suffit pas, alors j'affronterai tout ce qui m'attend. Ezra la regarda,
et quelque chose dans son expression lui coupa le souffle. Mais je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, toi et les enfants serez protégés. J'ai pris des dispositions. Dutch sait quoi faire. Le ranch sera à toi, libre de toute charge. Personne ne te remettra aux enchères. Je te le promets. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Ezra, ne fais pas ça. Sa voix était rauque. Ne me remercie pas. C'est moi qui t'ai mis en danger. Si j'avais su qu'Arlen creuserait aussi profondément, je ne l'aurais jamais fait. Tu nous as sauvés. Sarah s'approcha, assez près pour voir la douleur dans ses yeux gris. Tu as sauvé mes enfants. Quoi qu'il arrive, je n'oublierai pas cela. Je ne les laisserai pas l'oublier. Pendant un instant, quelque chose passa entre eux. Quelque chose de brut, de réel et de terrifiant. Puis Ezra recula, rompant le contact. La tempête s'apaise, dit-il, sa voix retrouvant son ton habituel. Je dois parler à Dutch, préparer un plan. Tu devrais rentrer à la maison, vérifier que les enfants vont bien. Ezra, va-t'en. Sarah, s'il te plaît. Elle partit. Les 2 jours suivants furent un flou, entre tension et préparatifs. Ezra envoya des écrivains malgré les messages persistants de Neige à de vieux amis, des personnes qui pourraient être disposées à témoigner de la véritable nature de Silas Crawford. Dutch fortifia le ranch, vérifiant les armes, s'assurant que tout le monde savait quoi faire en cas de problème. Et Sarah attendait. Elle essayait de maintenir une apparence de normalité pour les enfants, mais Will sentait que quelque chose n'allait pas. Il l'observait de ses 2 vieux yeux qui posaient des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Monsieur Callahan a des ennuis? Je ne sais pas, mon chéri. Peut-être à cause de nous. Parce qu'il nous a sauvés. Non, Sarah serra son fils contre elle, à cause de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Mais cet homme, Arlen, il va revenir, n'est-ce pas? Sarah ne pouvait pas lui mentir. Oui, je pense qu'il va revenir. Alors nous devons l'aider. Will serra la mâchoire avec cette obstination qu'elle connaissait si bien. Monsieur Callahan nous a sauvés. Nous devons l'aider. Comment? Je ne sais pas, mais il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir un moyen. Le matin du 3e jour, Will avait disparu. Sarah découvrit son lit vide à l'aube et sentit son cœur s'arrêter. Elle fouilla la cabane, puis la maison principale, puis la grange. Aucun signe de lui, aucun mot, rien. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? La voix d'Ezra était tendue, empreinte d'une peur contenue. Hier soir, il s'est couché comme d'habitude. Je suis allé le voir avant de m'endormir et il était là. La voix de Sarah s'est brisée. Ezra, où aurait-il pu aller? Il fait un froid glacial dehors. S'il est dehors dans la neige, nous le trouverons. Ezra était déjà en mouvement, attrapant son manteau, appelant Dutch. Il ne peut pas être allé loin. La neige est trop profonde pour un garçon à pied. Mais les traces qu'ils trouvèrent racontaient une autre histoire. De petites empreintes de bottes s'éloignaient de la cabane vers la route principale menant à la ville. Il part à la recherche de Aaron. La voix de Sarah n'était plus qu'un murmure. Oh mon Dieu, Ezra! Il part à la recherche de Aaron. Pourquoi ferait-il cela? Parce qu'il pense pouvoir aider. Il le pense. Sarah étouffa un sanglot. Il a 8 ans. Il pense pouvoir arranger les choses. Il pense pouvoir nous protéger. Le visage d'Ezra pâlit. Je pars à sa recherche. Je viens avec toi. Non, tu dois rester avec Abby et Sammy. Ils ont besoin de leur mère. Ezra lui saisit les épaules, la forçant à le regarder. Sarah, écoute-moi. Je ramènerai ton fils. Je le jure sur la tombe de ma mère. Mais j'ai besoin que tu restes ici pour protéger les autres. Tu peux le faire? Sarah voulait crier, se battre, partir dans la neige et retrouver son bébé elle-même. Mais elle regarda Abby et Sammy, blottis l'un contre l'autre près du feu, les yeux remplis de terreur. Et elle sut qu'Ezra avait raison. « Ramène-le, murmura-t-elle. « Ramène mon fils, s'il te plaît. Je le ferai. » Les mains d'Ezra se resserrèrent sur ses épaules. « Je le ferai. » Puis il disparut, chevauchant dans le matin glacial, et Sarah ne fut plus accompagnée que par la peur et la prière, et l'espoir désespéré de ne pas avoir perdu une autre personne qu'elle aimait. Les heures s'écoulèrent lentement, comme des années. Sarah faisait les 100 pas dans la cabane, incapable de manger, incapable de se reposer, guettant par la fenêtre le moindre signe du retour des cavaliers. Abby s'endormit en pleurant dans les bras de Sarah.
Sammy était assis en silence, serrant toujours son cheval de bois, les yeux sombres fixés sur la porte. Maman. La voix de Sammy n'était qu'un murmure. Will va revenir? Oui, mon bébé. La voix de Sarah se brisa. Will va revenir. Mais à chaque heure qui passait, sa certitude s'estompait. La neige était épaisse. Le froid était mortel. Un garçon de 8 ans seul dans la nature sauvage, essayant d'atteindre une ville à 3 heures de route. Elle ne pouvait pas y penser, ne pouvait pas se permettre d'imaginer le pire. Alors elle pria. Pour la première fois depuis des mois, elle pria vraiment. S'il vous plaît, ramenez-les, tous les deux, s'il vous plaît. Le soleil se couchait, peignant la neige d'orange et d'or, lorsqu'elle entendit des bruits de sabots. Sarah courut vers la porte, le cœur battant à tout rompre, et vit 2 silhouettes s'approcher dans la lumière déclinante. Ezra sur son grand cheval gris, et devant lui, enveloppé dans une couverture, Will. Dieu merci. Les mots sortirent sous forme de sanglots. Dieu merci, Dieu merci. Ezra s'arrêta devant la cabane et déposa délicatement Will dans les bras de Sarah. Le garçon tremblait, ses lèvres étaient bleues de froid, mais il était vivant. Il était vivant, maman. La voix de Will était faible, épuisée. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, pensait-elle. Ne parle pas. Sarah le serra contre elle, les larmes coulant sur son visage. Ne parle pas. Laisse-moi juste te serrer dans mes bras. Elle le porta à l'intérieur, passant devant Abby, qui pleurait de soulagement, et devant Sammy, qui grimpa immédiatement sur les genoux de son frère. Elle lui ôta ses vêtements mouillés, l'enveloppa dans des couvertures chaudes, lui donna du bouillon chaud à boire et ne lâcha pas sa main une seule seconde. Plus tard, après que les enfants se furent enfin endormis, tous les trois dans un seul lit, enlacés comme s'ils ne voulaient plus jamais se lâcher, Ezra lui raconta ce qui s'était passé. Je l'ai trouvé à mi-chemin de la ville. Il était allé plus loin que je ne l'aurais cru. Ton fils est un dur à cuire. Mais le froid l'avait rattrapé. Il titubait quand je l'ai rattrapé. 1 heure plus tard, Ezra cessa de serrer les mâchoires. À quoi pensait-il? Qu'essayait-il de faire? Il avait un plan. La voix d'Ezra était calme, un plan fou, stupide, courageux. Il allait trouver le shérif avant Harlan, lui dire la vérité sur Crawford, sur le genre d'homme qu'il était vraiment. Il a 8 ans. Qui écouterait un enfant de 8 ans? C'est ce que j'ai dit. Ezra croisa son regard. Il m'a dit que cela n'avait pas d'importance. Il a dit que même si personne ne l'écoutait, au moins il avait essayé, a dit un homme. Sa voix s'est brisée et il a ajouté « Un homme protège sa famille quoi qu'il arrive. » Sarah ferma les yeux, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. C'était une phrase de Thomas, quelque chose qu'il avait répété 1000 fois à l'époque où elle le croyait encore, à l'époque où elle pensait encore que les mots avaient un sens. Will s'en était souvenu, avait transformé ces mots vides de sens en quelque chose de réel, de puissant. Il aurait pu mourir, murmura Sarah. Mon bébé aurait pu mourir, mais il n'est pas mort. La main d'Ezra recouvrait la sienne, chaude et rugueuse. Il n'est pas mort, Sarah. Il est en sécurité. Ils sont tous en sécurité pour l'instant. Sarah leva les yeux vers lui, la peur et l'épuisement se disputant dans son regard. Mais Harlan est toujours là-bas. Le Marshal arrive et je ne sais pas comment les protéger de ça. Je ne sais pas comment combattre quelque chose d'aussi énorme. Tu ne te bats pas seul. Ezra resserra son étreinte. Tu m'as moi. Tu as Dutch. Tu as tout ce ranch rempli de gens qui donneraient leur vie pour ses enfants. Il marqua une pause, son expression changeant légèrement. Tu as une famille maintenant, Sarah, que tu le veuilles ou non. Une famille. Le mot résonna dans l'esprit de Sarah. Étrange, inconnue et d'une beauté poignante. Elle avait eu une famille autrefois. Thomas et les enfants, avant que tout ne s'écroule. Mais cette famille avait été bâtie sur des mensonges, sur des promesses qui s'étaient effondrées comme du sable. C'était différent. C'était réel. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-elle doucement. Maintenant, nous attendons. La voix d'Ezra était calme. Mes amis arrivent, des gens qui connaissaient Crawford, des gens qui peuvent témoigner de ce qu'il était vraiment. Quand le Marshal arrivera, nous serons prêts. Et si cela ne suffit pas, alors nous nous battrons. Les yeux gris, féroces et résolument déterminés d'Ezra rencontrèrent ceux de Sarah. Nous nous battrons jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour se battre.
Et ensuite, nous continuerons à nous battre. Sarah regarda cet homme rude, marqué par les cicatrices, brisé, qui avait sauvé sa famille, qui avait chevauché dans une tempête de neige pour sauver son fils, qui affrontait les fantômes de son passé pour protéger des gens qu'il connaissait à peine, et elle sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, quelque chose qu'elle croyait mort à jamais. Ezra. Sa voix n'était qu'un murmure. Je ne sais pas comment vous remercier pour... Il retira sa main et se leva brusquement. Ne me remerciez pas. Pas encore. Pas avant que tout cela soit terminé. Mais alors qu'il se dirigeait vers la porte, il s'arrêta et la regarda une dernière fois. Reposez-vous, Sarah. Demain sera une longue journée. Puis il partit et Sarah se retrouva seule avec ses enfants endormis et ce sentiment terrifiant, merveilleux et impossible qui grandissait dans son cœur. Le marshal arriva 4 jours plus tard. Sarah vit les cavaliers approcher depuis la fenêtre de la cuisine. 6 hommes à cheval fendaient la neige fraîche comme une lame. Ses mains se figèrent sur la pâte à pain qu'elle était en train de pétrir, et son cœur se serra. « Ils sont là !» cria-t-elle, d'une voix plus calme qu'elle ne l'était en réalité. « Ezra, ils sont là !» Ezra sortit de l'arrière-boutique où il discutait avec Dutch. Son visage était calme, mais Sarah pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont sa main dérivait inconsciemment vers sa hanche. « Reste à l'intérieur avec les enfants, » dit-il. « Quoi qu'il arrive, reste à l'intérieur. »« Ezra, promets-moi, Sarah. » Elle acquiesça, incapable de parler à cause de la boule qu'elle avait dans la gorge. Ezra la regarda longuement dans les yeux, un message tacite passant entre eux. Puis il se retourna et sortit par la porte d'entrée, Dutch le suivant de près. Sarah rassembla les enfants dans la pièce principale, loin des fenêtres. Will était pâle, mais déterminé. Il ne s'était pas pardonné d'avoir pris la fuite, et Sarah voyait la culpabilité le ronger. « C'est ma faute, murmura-t-il, si je n'avais pas essayé d'aller en ville. » Fils de Harlon. Sarah le serra contre elle. « Pas la tienne, jamais la tienne. » Par la fenêtre, elle regarda les écrivains descendre de cheval. L'homme de tête était grand et large, avec une étoile argentée épinglée à son manteau. Le marshal Thomas Garrett. Elle avait entendu ce nom mentionné ces derniers jours, toujours sur un ton inquiet. Victor Harlan était avec eux, bien sûr. Il restait en retrait, observant la scène avec ce sourire suffisant qui donnait envie à Sarah de lui arracher les yeux. Ezra Callahan. La voix du marshal résonna dans la cour. « C'est moi. Je suis le marshal Thomas Garrett. Je suis ici pour vous poser quelques questions au sujet de la mort de Silas Crawford à Redemption, au Kansas, il y a 10 ans. Je m'en doutais. » La voix d'Ezra était calme. « Posez vos questions. Avez-vous tué Silas Crawford? » Une longue pause. Sarah retint son souffle. « Oui, répondit Ezra. Je l'ai fait. » Le sourire de Aaron s'élargit. Plusieurs de ses hommes échangèrent des regards. « Alors je vous place en état d'arrestation pour meurtre. » Le marshal s'avança et saisit le bras d'Ezra. « Vous allez nous accompagner pour être jugés. »« Attendez. » Dutch s'interposa entre eux, le visage buriné et dur. « Vous arrêtez un homme sur la seule parole de Victor Harlan. » Vous savez quel genre de serpent c'est, Marshal. Tout le monde dans le territoire le sait. Je sais qu'il m'a apporté des preuves. La voix de Garrett était froide. Des témoins, des documents, plus qu'il n'en faut pour justifier une arrestation. Des témoins achetés, vous voulez dire des documents falsifiés? Dutch cracha dans la neige. Crawford était un monstre. Demandez à tous ceux qui le connaissaient vraiment. Demandez aux femmes qu'il a utilisées et jetées. Demandez aux familles qu'il a détruites. Je ne suis pas ici pour juger à nouveau le caractère d'un homme mort. Garrett tendit à nouveau la main vers Ezra. Je suis ici pour arrêter son meurtrier. Alors arrêtez-moi. La voix d'Ezra était calme mais ferme. Mais sachez ceci, Marshal, j'ai tiré sur Silas Crawford en légitime défense. Il a dégainé le premier. Et si vous creusez suffisamment, vous trouverez beaucoup de gens qui vous diront qui il était vraiment. C'est ce que nous verrons. Les hommes du Marshal s'avancèrent et Sarah sentit son cœur se briser. C'était fini. Ils l'emmenaient. Ils emmenaient l'homme qui avait sauvé sa famille, qui leur avait tout donné, qui était devenu quoi? Qu'était-il devenu? Elle n'eut pas le temps de répondre à cette question qu'une nouvelle voix rompit l'attention. Attendez. Tout le monde se retourna. Une femme s'approchait de la route, montée sur un cheval à l'air fatigué. Elle était âgée,
peut-être 50 ans, avec des cheveux grisonnants et un visage marqué par des années difficiles. Mais ses yeux étaient vifs et elle montait son cheval comme quelqu'un qui avait fait cela toute sa vie. Qui diable êtes-vous? Demanda Harlan. Je m'appelle Martha Crawford. La femme descendit de cheval, ses bottes crissant dans la neige. Silas Crawford était mon mari. Silence. Un silence absolu, stupéfait. Harlan fut le premier à se remettre. Madame Crawford, que faites-vous ici? Je croyais que vous pensiez que je resterais au Kansas et que je vous laisserais utiliser la mort de mon mari pour détruire un autre innocent. La voix de Martha claqua comme un coup de fouet. Vous vous trompiez, Monsieur Harlan. Je ne comprends pas. Marshall Garrett regarda Martha et Harlan tour à tour. Vous m'avez dit que Madame Crawford voulait que justice soit faite, qu'elle soutenait cette arrestation. Il a menti. Martha s'approcha d'Ezra, le menton levé, tout comme il a menti sur tout le reste. C'est ridicule, bredouilla le Harlan. Elle a clairement été payée ou menacée. Marshall, vous ne pouvez pas croire cela. Je peux parler pour moi-même. Les yeux de Martha lancèrent des éclairs. Et je vous dis ici et maintenant qu'Ezra Callahan ait rendu service au monde entier en tuant mon mari. Les mots restèrent suspendus dans l'air glacial comme de la fumée. Silas Crawford était un monstre. Martha continua, la voix tremblante de douleur ancienne. Il me battait, il m'utilisait, il achetait et vendait des gens comme du bétail. Il a pris la mère de ce garçon et l'a fait travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Et quand j'ai essayé de l'arrêter, il m'a cassé 3 côtes. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle regarda Ezra, vit le choc sur son visage et comprit qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que sa mère n'était pas la seule que Crawford avait détruite. La nuit où Silas est mort, il était ivre et méchant, cherchant de la bagarre. Ce jeune homme, Martha, désigna Ezra, est entré dans le saloon et a dit à Silas qui il était, lui a dit ce qu'il avait fait, et Silas a ri et a sorti son arme. Sa voix s'est brisée. J'étais là, Marshall, j'ai tout vu. Silas a tiré le premier. Ezra n'a fait que finir le travail. Vous mentez. Le visage de Heron était violet de rage. Vous n'avez jamais été mentionné dans aucun des rapports. Si vous avez été témoin, j'avais trop peur pour parler. Les yeux de Martha étaient humides, mais sa voix était ferme. La famille de Sela avait de l'argent et du pouvoir. Ils m'auraient détruite. Alors, je me suis tue, je les ai laissés qualifier cela de meurtre, et j'ai regardé ce garçon courir pour sauver sa vie. Elle se tourna vers Ezra. Je suis désolé. Je suis tellement désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Ta mère méritait mieux. Tu méritais mieux. Ezra déglutit. Tu connaissais ma mère, je la connaissais. La voix de Martha s'adoucit. Elle était gentille avec moi alors que personne d'autre ne l'était. Elle chantait de vieilles chansons pendant qu'elle travaillait. De belles chansons. Je ne les ai jamais oubliées. Une larme coula sur sa joue burinée. Je ne l'ai jamais oubliée. Sarah regarda le visage d'Ezra se fissurer. Elle vit les murs qu'il avait construits pendant 30 ans commencer à s'effondrer. Il avait passé toute sa vie à croire que personne ne se souciait de lui, à croire que sa mère était morte seule et oubliée. Et voilà qu'apparaissait cette femme, cette inconnue, qui portait les souvenirs de sa mère comme des joyaux précieux. Marshall Dutch s'avança, la voix rauque. J'ai 6 autres personnes prêtes à témoigner contre Crawford. Des ouvriers agricoles qui travaillaient pour lui, des femmes qu'il a blessées, beaucoup qu'il a trompées. Ils sont tous ici, ils attendent. Vous voulez la vérité sur Silas Crawford? Nous vous en donnerons assez pour remplir un livre. Garrett regarda ses hommes, puis Harlan, puis la foule grandissante de témoins qui sortaient du dortoir et de la grange. Son expression se durcit. Monsieur Harlan, la voix du Marshal était froide. Il semble que vous ayez déformé certains faits. C'est absurde. Ces gens sont manifestement de mèche. Ils mentent pour protéger un meurtrier que vous avez essayé de faire accuser. Garrett se tourna vers Harlan. Vous m'avez dit que vous aviez des preuves solides, des témoins fiables. Ce que vous m'avez donné, ce sont des témoignages achetés et des documents falsifiés. Je vous ai dit de la vérité. Vous m'avez donné ce que vous vouliez me faire croire. Garrett sortit les papiers de son manteau, les mêmes papiers que Harlan avait brandis triomphalement quelques jours auparavant, et les déchira en deux. Je n'apprécie pas d'être manipulé, Monsieur Harlan, et j'apprécie encore moins les hommes qui utilisent la loi comme une arme contre des innocents. Le visage de Harlan passa du violet au blanc. Vous ne pouvez pas faire ça.
Je vais vous retirer votre badge. J'ai des relations à Denver. Vos relations ne m'impressionnent pas. Garrett fit signe à ses hommes. Emmenez M. Harlan en garde à vue. Nous aurons une longue conversation au sujet des faux rapports et du gaspillage des ressources territoriales. Quoi? Harlan trébucha en arrière. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis Victor Harlan. Je possède la moitié de ce territoire. Vous ne possédez pas la loi. La voix de Garrett était glaciale. Emmenez-le. Deux des hommes du Marshal s'avancèrent, et le sang-froid de Harlan finit par voler en éclats. Il se précipita vers son cheval, cherchant à s'échapper, mais Dutch fut plus rapide. Le vieux contremaître l'attrapa par le col et le tira en arrière, le faisant tomber dans la neige. « Tu vas quelque part? » La voix de Dutch était douce, mais son regard était dur. « Tu vas le regretter. » Harlan hurlait maintenant, toute prétention de sophistication ayant disparu. « Je vais tous vous détruire. Je vais brûler ce ranch. Tu vas fermer ta bouche et venir tranquillement, » l'interrompit Garrett, « ou j'ajouterai la résistance à l'arrestation à tes chefs d'accusation. À toi de choisir. » Harlan se tut, mais ses yeux fixés sur Ezra, sur Sarah, sur les enfants qui regardaient par la fenêtre, brûlaient d'une haine qui glacèrent le sang de Sarah. Ce n'est pas fini. Ses yeux promettaient que cela ne serait jamais fini. Puis les hommes du Marshal le relevèrent, lui lièrent les mains et l'emmenèrent. Sarah resta à la fenêtre, regardant jusqu'à ce que les hommes disparaissent derrière la colline. Elle ne se rendit compte qu'elle pleurait que lorsque Abby tira sur sa manche. « Maman, pourquoi tu pleures? Le méchant est parti. »« Je sais, ma chérie. » Sarah s'essuya les yeux. « Ce sont des larmes de joie. Les larmes de joie, c'est ridicule. Peut-être, mais parfois, c'est tout ce qu'on a. » La porte s'ouvrit et Ezra entra. Il avait l'air bouleversé. Des années de douleur enfouies se lisaient sur son visage. Mais lorsque ses yeux se posèrent sur Sarah, quelque chose d'autre y brillait. Quelque chose de chaleureux, d'espoir. « C'est fini, dit-il doucement. Harlan va aller en prison. Les charges contre moi ont été abandonnées. C'est enfin terminé. » Vraiment? Sarah s'approcha de lui, s'arrêtant à quelques mètres. « Ou n'est-ce que le début? » Ezra retint son souffle. « Sarah, tu as sauvé ma famille. » Sa voix tremblait, mais elle continua. « Tu as sauvé mon fils quand il s'est enfui dans la neige. Tu t'es opposé à Harlan alors que tout le monde avait trop peur. Tu nous as donné un foyer, un avenir. Tout ce que nous pensions avoir perdu, je ne l'ai pas fait pour être remercié. Je le sais. C'est ce qui compte. » Sarah leva la main et lui caressa doucement le visage, timidement. Sentant la barbe naissante sous ses doigts, j'avais tellement peur de faire à nouveau confiance à quelqu'un. Après Thomas, après tout ce qu'il nous a fait subir, je pensais que je ne serais plus jamais capable d'ouvrir mon cœur. Mais toi, je ne suis pas un homme bien, Sarah. La voix d'Ezra était rauque. J'ai fait des choses, j'ai tué un homme, j'ai vécu dans la rage et l'amertume pendant la moitié de ma vie. Tu mérites mieux que... Ne me dis pas ce que je mérite. La voix de Sarah se fit plus aiguë. J'ai passé toute ma vie à me faire dire ce que je méritais par mon père, par Thomas, par tous les hommes qui pensaient savoir ce qui était le mieux pour moi. J'en ai fini avec ça. Ezra la regarda, sans voix. Ce que je veux, continua Sarah d'une voix plus douce, c'est un homme qui tient ses promesses. Un homme qui protège les enfants au lieu de leur faire du mal. Un homme qui affronte les tempêtes de neige pour sauver des gens qu'il connaît à peine. Elle s'approcha de lui. « Je te veux, Ezra Callahan, si tu veux bien de moi. » Pendant un long moment, Ezra ne bougea pas, ne respira pas. Ses yeux scrutèrent son visage comme s'il cherchait le piège, le moment où tout s'écroulerait. Puis il la prit dans ses bras et l'embrassa. Ce n'était pas doux, ce n'était pas poli. C'était féroce et désespéré, et plein de tout ce qu'ils avaient tous deux retenu. Toute la peur, tout le désir, tout l'espoir qu'ils avaient eu trop peur de nommer. Burke, la voix d'Abby rompit le moment. « Maman, pourquoi tu embrasses M. Callahan? » Sarah s'écarta, riant et pleurant en même temps. « Parce que je l'aime bien, ma chérie. Je l'aime bien. Comme les gens s'aiment bien dans les histoires, oui. » Sarah regarda Ezra, vit l'émerveillement dans ses yeux et sentit son cœur se gonfler. Exactement comme ça. Will se tenait dans un coin, observant la scène avec une expression que Sarah ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Elle se prépara à affronter la colère, la jalousie,
la farouche protection qui l'avait poussé dans la neige. Mais au lieu de cela, Will s'avança lentement et s'arrêta devant Ezra. « Tu vas épouser ma maman? » Ezra regarda Sarah puis Will. « J'aimerais bien, si elle veut bien de moi et si tu me le permets. »« Je te le permets. Tu es l'homme de cette famille, Will. Tu protèges ta mère, ton frère et ta sœur depuis avant même ton arrivée ici. Je ne cherche pas à remplacer ton père. Je ne cherche pas à prendre le contrôle. Mais j'aimerais faire partie de cette famille si tu me le permets. » Will resta silencieux pendant un long moment. Sarah retint son souffle, observant son fils assimiler cette nouvelle réalité. Finalement, Will prit la parole. « Mon père a fait beaucoup de promesses. Il les a toutes rompues. Je le sais. Si tu fais du mal à ma mère, je te tuerai. » Will, Sarah eut le souffle coupé, mais Ezra se contenta d'acquiescer, l'air grave. « C'est juste. Si je fais du mal à ta mère, je le mériterai. » Will l'observa encore un instant. Puis, lentement, il tendit la main. « D'accord, dit-il, tu peux l'épouser. » Ezra serra solennellement la main tendue, d'homme à homme. « Merci, Will. Je ne te décevrai pas. » Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis et que le ranch eut retrouvé son calme, Sarah et Ezra s'assirent ensemble sous le porche, enveloppés dans des couvertures, regardant les étoiles tourner au-dessus de leur tête. « Je n'aurais jamais pensé à voir cela, » dit Ezra doucement. « Une famille, un foyer où je me sens chez moi, des gens qui veulent vraiment de moi. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire confiance à nouveau. » Sarah se blottit contre lui. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir regarder un homme sans voir Thomas, sans m'attendre à ce que le couperet tombe. Est-ce que tu attends toujours? » Sarah réfléchit à la question. « Non, finit-elle par répondre. Je ne pense pas. Tant mieux. » Ezra déposa un baiser sur ses cheveux. « Parce que je ne vais nulle part, jamais. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant le vent souffler dans la neige. « Nous devrions probablement parler du mariage, » dit Sarah finalement. « Si nous nous lançons vraiment dans cette aventure, » répondit Ezra d'une voix ferme. « Dès que le temps s'améliorera, je n'attendrai pas plus longtemps que nécessaire. Les gens vont parler. Une veuve qui se remarie si vite, qu'il parle. » Ezra resserra son bras autour d'elle. « J'ai passé 30 ans à me soucier de ce que les gens pensaient, à cacher qui j'étais, à fuir mon passé. J'en ai fini avec ça. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Sarah Whitmore. Je ne vais pas faire semblant du contraire juste pour éviter des commérages. » Sarah sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux. « Des larmes de joie, dirait Abby, et elle se tourna vers lui. « Je t'aime, dit-elle. Je ne pensais pas pouvoir dire cela à quelqu'un un jour. Mais je t'aime, Ezra Callahan. Je t'aime aussi. » Sa voix était rauque d'émotion. « Toi et ses enfants, vous êtes ma famille maintenant. Mon univers tout entier. » Il l'embrassa à nouveau, doucement et tendrement cette fois. Et Sarah sentit ses dernières barrières s'effondrer. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Elle ne savait pas si Aaron trouverait un moyen de causer encore plus de problèmes ou si les fantômes du passé referaient une surface. Mais elle était sûre d'une chose. Elle n'était plus seule. Et quoi qu'il arrive, ils y feraient une face ensemble. Le mariage eut lieu 3 semaines plus tard, par un matin si clair et si lumineux qu'on aurait dit que le monde entier avait été nettoyé rien que pour eux. Sarah se tenait dans la cabane, regardant son reflet dans le petit miroir que Dutch avait apporté de la maison principale. La robe était simple, en coton bleu, sans fioriture, mais elle était neuve, la première robe neuve qu'elle possédait depuis des années. Ezra était allé en ville lui-même pour l'acheter, revenant avec du tissu, du fil et la ferme détermination de lui offrir quelque chose de beau pour le jour de leur mariage. « Maman, » Abby tira sur sa manche, « tu ressembles à une princesse, vraiment? » Sarah sourit, même si ses mains tremblaient. « Je me sens plutôt comme une loque nerveuse. » Qu'est-ce qu'une loque nerveuse? Quelqu'un qui est à la fois très heureux et très effrayé. Abby réfléchit à cela. « C'est idiot. Si tu es heureuse, pourquoi aurais-tu peur? » Sarah s'agenouilla pour regarder sa fille dans les yeux. « Parce que parfois, les bonnes choses semblent encore plus fragiles que les mauvaises. Quand on a beaucoup perdu, on commence à craindre de perdre encore plus. Mais M. Callahan ne nous quittera pas. » La voix d'Abby était assurée. Il l'a promis. Et il tient ses promesses. C'est ce que dit Will. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Will dit que M. Callahan est différent de papa.
Il dit que M. Callahan tient ses promesses. Abby pencha la tête. C'est vrai, maman? Oui, ma chérie. Sarah serra sa file contre elle. C'est vrai. Un coup à la porte les fit sursauter toutes les deux. Sarah ouvrit et trouva Dutch debout sous le porche, son visage buriné, illuminé d'un large sourire. Ils sont prêts, dit-il. Ezra est en train de user le sol à force de faire les 100 pas. Il est nerveux. Nerveux? Ne le cache pas. Ça fait 1 heure qu'il regarde sa montre toutes les 30 secondes. Je pense qu'il a peur que tu changes d'avis. Sarah rit, un vrai rire qui jaillit du plus profond de son être. Dites-lui que j'arrive et dites-lui d'arrêter de faire les 100 pas. La cérémonie eut lieu devant la maison principale, sous une tonnelle que les ouvrières du ranch avaient construite à partir de branches de pin et de baies d'hiver. Tout le ranch s'était réuni. Dutch, les ouvriers, même Martha Crawford, qui avait décidé de rester quelque temps pour aider là où elle le pouvait. Et là, debout au centre de tout cela, se tenait Ezra. Il s'était lavé pour l'occasion, rasé, coiffé, et avait enfilé un costume qui semblait ne pas avoir été porté depuis une décennie. Mais ce sont ses yeux qui ont coupé le souffle à Sarah. Ses yeux gris-bleus qui avaient vu tant de douleurs, tant de pertes, brillaient maintenant d'une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. De l'espoir. Un espoir pur et simple. Will accompagna Sarah jusqu'à l'hôtel improvisé, sa petite main fermement serrée dans la sienne. Abby les suivait, dispersant des pétales de fleurs séchées qu'elle avait conservées depuis l'automne. Et Sammy, doux et silencieux, était assis sur les épaules de Dutch, serrant son cheval de bois et observant tout avec de grands yeux émerveillés. Le pasteur de la ville prononça les mots, des mots anciens sur l'amour, l'engagement et la construction d'une vie à deux. Sarah les entendait à peine. Elle était trop occupée à regarder Ezra, trop occupée à essayer de mémoriser chaque trait de son visage, chaque expression qui passait sur ses traits. Ezra Josiah Callahan, voulez-vous prendre cette femme pour épouse? Oui, sans hésitation sans doute. Juste 2 mots prononcés avec le poids d'un serment. Et vous, Sarah Ellen Whitmore, voulez-vous prendre cet homme pour époux? Sarah repensa à tout ce qui l'avait amené à ce moment. La vente aux enchères, la terreur, l'inconnu qui était apparu de nulle part et avait tout changé. L'homme qui avait sauvé ses enfants, qui s'était battu pour eux, qui avait ouvert son cœur à une famille brisée et l'avait reconstituée. Oui, dit-elle, absolument. Par le pouvoir qui m'est conféré par le territoire du Colorado, je vous déclare maintenant mari et femme. Le pasteur sourit. Vous pouvez embrasser la mariée. Ezra la serra contre lui et l'embrassa tendrement, doucement, avec beaucoup de promesses. Autour d'eux, les ouvrières du ranch poussèrent des cris et des acclamations. Dutch s'essuya les yeux avec sa manche et fit semblant que c'était juste à cause du froid. Et quelque part dans le chaos, Sarah entendit la voix claire comme une cloche d'Abby. Ça veut dire que M. Callahan est notre papa maintenant? Sarah s'écarta du baiser et regarda sa fille. Qu'en penses-tu, ma chérie? Abby réfléchit à la question avec le sérieux dont seule une enfant de 5 ans est capable. Puis elle se tourna vers Ezra, qui était devenu très calme. Je peux t'appeler papa? Demanda-t-elle. Pas pour remplacer mon ancien papa, mais pour en avoir un nouveau. Maman dit que les familles peuvent s'agrandir. Je lui dit qu'on peut avoir de nouvelles personnes sans perdre les anciennes. Ezra s'agenouilla dans la neige, se mettant à la hauteur des yeux d'Abby. Sa voix était rauque lorsqu'il répondit. J'en serais honoré, Abby. Plus honoré que tu ne peux l'imaginer. Abby jeta ses bras autour de son cou et Sarah vit Ezra fermer les yeux, voyant les larmes qu'il essayait de cacher. Cet homme rude, marqué par les cicatrices, brisé, avait passé 30 ans à croire qu'il ne méritait pas d'avoir une famille. Et maintenant, il se retrouvait avec les bras d'une petite fille autour du cou et un amour si grand qu'il semblait remplir tout le ciel. Will. Ezra regarda le garçon plus âgé qui restait en retrait et observait la scène. Je sais que tu as dit que je pouvais épouser ta maman, mais je veux que tu saches que je ne cherche pas à remplacer ton père. Peu importe comment tu veux m'appeler, peu importe le rôle que tu veux me donner, c'est ton choix. Je ne te forcerai jamais. Will resta silencieux pendant un long moment, puis il s'avança, le visage impassible. Mon papa était un ivrogne et un menteur, dit Will d'une voix calme. Il faisait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Il a fait du mal à ma maman. Il nous a tous fait du mal. Il fit une pause, serrant les mâchoires. Tu n'es pas comme lui. Tu ne lui ressembles en rien. J'essaie de ne pas l'être, je sais.
Will prit une inspiration. Je ne peux pas t'appeler papa. Pas encore, peut-être jamais. Mais il hésita. Je pourrais peut-être t'appeler autrement, quelque chose qui n'appartienne qu'à nous. Ezra acquiesça lentement. À quoi pensais-tu, Ezra? Will prononça ce nom comme s'il le testait, juste Ezra. Comme si nous étions, il cessa de chercher ses mots, comme si nous étions partenaires. Le visage de Will s'illumina. Oui, comme des partenaires. Ezra tendit la main et Will la serra. Manteau main, partenaire, alors. Sammy, qui avait observé cet échange avec beaucoup d'intérêt, se dégagea soudainement des bras de Dutch et se dirigea en titubant vers Ezra. Il brandit son cheval de bois, le même cheval qu'il avait serré dans ses bras pendant la vente aux enchères, pendant le voyage, pendant tous les moments terrifiants des derniers mois. Papa, dit-il en plaçant clairement le cheval dans les mains d'Ezra. Pour toi. Ces mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. Ezra fixa le cheval de bois, puis le petit garçon qui le lui avait donné. Ses mains tremblaient. Sammy. La voix de Sarah était douce. C'est ton cheval spécial. Tu n'as pas à le donner à papa. La voix de Sammy était ferme. Il nous protège. Lui aussi a un cheval. Ezra prit le garçon dans ses bras. Et Sarah vit quelque chose se briser en lui. Quelque chose de dur, de vieux et d'amer s'effritait pour révéler l'homme qui se cachait derrière. L'homme qui avait attendu toute sa vie d'avoir une famille. L'homme qui en avait enfin trouvé une. Merci, murmura Ezra dans les cheveux de Sammy. Merci, mon fils. La fête dura jusque tard dans la soirée. Il y avait de la nourriture, plus que Sarah n'en avait vu depuis des mois, et de la musique jouée par un violon qu'un des ouvriers du ranch avait apporté, et des danses dans la neige tassée sous un ciel étoilé. Sarah dansa avec Ezra, puis avec Dutch, puis avec Will, qui se plaignit tout le temps, mais ne put cacher son sourire. Elle regarda Abby tournoyer en rond avec Martha Crawford, regarda Sammy applaudir au rythme de la musique depuis son perchoir sur une botte de foin, regarda sa famille qui riait, vivante et au complet. C'était plus qu'elle n'avait jamais osé rêver. Plus tard, après que les enfants se furent endormis dans leur cabane et que les ouvrières du ranch eurent titubé jusqu'au dortoir, Sarah et Ezra se tenaient ensemble sous le porche de la maison principale, contemplant le monde recouvert de neige. Madame Callahan. La voix d'Ezra était douce. J'aime bien cette sonorité. Moi aussi. Sarah se blottit contre lui, même si je m'y habitue encore. Tu as le reste de ta vie pour t'y habituer. Le reste de sa vie. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Sarah, la remplissant d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu qui brûlait à l'intérieur. Il y a 3 mois, elle se tenait sur un podium d'enchères, certaine qu'elle était sur le point de tout perdre, ses enfants, sa liberté, son espoir. Maintenant, elle se tenait sous un porche, le bras de son mari autour d'elle, regardant les étoiles tourner au-dessus de sa tête, et l'avenir s'étendre devant elle comme un cadeau qu'elle n'aurait jamais pensé recevoir. Ezra. Merci. Il s'écarta pour la regarder. Pourquoi? Pour nous avoir vus ce jour-là à la vente aux enchères. Tous les autres nous regardaient comme si nous étions des biens, comme si nous étions des problèmes à résoudre ou des opportunités à exploiter. Mais vous, dit-elle d'une voix étranglée, vous avez vu une famille. Vous avez vu des gens qui méritaient de rester ensemble. J'ai vu une mère qui se battrait jusqu'à la mort pour ses enfants. La voix d'Ezra était rauque. J'ai vu une femme qui avait traversé l'enfer et qui était toujours debout. C'est ce que j'ai vu, Sarah. C'est ce qui m'a poussé à intervenir. Et maintenant, il sourit et son visage s'illumina. Maintenant, je vois ma femme, ma famille, ma maison. Il déposa un baiser sur son front. Maintenant, je vois tout ce que j'ai toujours voulu et que je ne pensais jamais avoir. Sarah sentit des larmes couler sur ses joues. Des larmes de joie. Toujours des larmes de joie désormais, et elle l'attira vers elle pour un baiser qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Les mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie de Sarah. Le printemps arriva lentement dans le Colorado, faisant fondre la neige et transformant le monde en une palette de verre et d'or. Le jardin d'Abby s'épanouit sous ses soins dévoués, produisant des légumes et des fleurs en abondance. Will grandit et devint plus fort, apprenant tout ce que Dutch et Ezra pouvaient lui enseigner sur les chevaux et l'élevage. Et Sammy, qui n'était plus silencieux, parlait sans cesse de tout et de rien, son cheval de bois toujours serré dans sa main. Sarah transforma la maison principale en un véritable foyer, rempli de chaleur,
de rire et de l'odeur du pain frais. Elle apprit le rythme de la vie au ranch, les réveils matinaux, les longues journées et la satisfaction profonde que procure un travail honnête. Et chaque soir, elle s'endormait dans les bras d'Ezra, en sécurité, aimée et comblée. Victor Harlan fut emprisonné pour avoir déposé de faux rapports et tenté de manipuler la loi. Son esprit fut mis hors d'état de nuire. Ses employés libérés, son empire s'effondra. Sarah apprit la nouvelle et ne ressentit qu'un immense soulagement. Ce chapitre était clos pour toujours. Martha Crawford resta au ranch, aidant là où elle le pouvait, trouvant la paix dans la routine simple de la vie quotidienne. Elle et Sarah devinrent amies, liées par une douleur commune et un espoir partagé. Et lors des soirées tranquilles, Martha racontait des histoires sur la mère d'Ezra, les chansons qu'elle chantait, la gentillesse dont elle faisait preuve, la force qu'elle avait gardée même dans les moments les plus sombres. Ezra écoutait ces histoires les larmes aux yeux, découvrant enfin la mère qu'il avait perdue il y a si longtemps. Il trouvait enfin la paix qu'il cherchait depuis 30 ans. Elle serait fière de toi, lui dit Martha un soir. Si elle pouvait voir ce que tu as construit ici, la famille que tu as fondée, elle serait si fière. Je l'espère, répondit Ezra doucement. J'espère qu'elle sait que je ne l'ai jamais oubliée. Elle le sait. Martha lui serra la main. Où qu'elle soit, elle le sait. L'été arriva et s'en alla. L'automne peignit les montagnes de rouge et d'or, et qu'avant que Sarah ne s'en rende compte, une année entière s'était écoulée depuis ce terrible jour à la vente aux enchères. Elle se tenait à la fenêtre de la maison principale, regardant ses enfants jouer dans la cour. Will apprenait à Abby à manier le lasso sans grand succès à en juger par l'enchevêtrement de cordes à ses pieds, tandis que Sammy courait joyeusement après les poules. Des éclats de rire résonnaient dans le jardin, clair, libre et plein de vie. Des bras l'enlacèrent par derrière, et elle se pencha en arrière pour se blottir contre la chaleur rassurante d'Ezra. « À quoi penses-tu » murmura-t-il dans ses cheveux. « Il y a 1 an aujourd'hui, » dit Sarah doucement. « Je me tenais sur un podium d'enchères, regardant un étranger près de ma famille. Et maintenant, je me tiens dans ma maison, regardant mes enfants jouer, sentant les bras de mon mari autour de moi. » Elle se tourna vers lui. « Maintenant, je suis plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer. » Ezra l'embrassa lentement et profondément. « Je t'aime, Sarah Callahan. Je t'aime, toi et ses enfants, plus que tout au monde. »« Je t'aime aussi, » répondit Sarah en lui souriant. « Plus que le ciel, plus que les étoiles, plus que chaque souffle que j'ai jamais pris. C'est beaucoup d'amour. C'est exactement la bonne quantité. » Dehors, Abby avait enfin réussi à attraper quelque chose. Le chapeau de Dutch, qu'elle lui avait arraché de la tête. Le vieux contremaître la poursuivait dans la cour tandis que Will s'effondrait de rire et que Sammy applaudissait depuis le bord du terrain. Sarah regardait sa famille, sa belle famille, imparfaite et difficile, et sentait son cœur déborder. Elle avait été vendue aux enchères en plein hiver, certaine de tout perdre. Au lieu de cela, elle avait trouvé tout ce qu'elle avait toujours voulu, un foyer, un avenir, un amour qui durerait toute sa vie, et le cow-boy qui lui avait murmuré 5 mots qui avaient changé sa vie pour toujours. Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis et que la maison fut devenue silencieuse, Sarah et Ezra s'assirent ensemble sous le porche, regardant les étoiles tourner au-dessus de leur tête. 1 an auparavant, elle s'était assise sur ce même porche, terrifiée et incertaine, sans à peine espérer. Maintenant, elle était assise, la main de son mari dans la sienne, le cœur débordant de joie, et elle savait avec une certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être. « Ezra, oui, parle-moi de notre avenir. » Il resta silencieux un instant, pensif, puis dit finalement, « Eh bien, je nous vois ici, vieillir ensemble, regarder ces enfants grandir et fonder leur propre famille, assis sous ce porche, les cheveux gris et le visage ridé, racontant des histoires sur la tempête de neige de 73, et le jour où j'ai acheté aux enchères la femme la plus têtue et la plus belle que j'ai jamais vue. » Sarah rit. « Têtue? La plus têtue? » Il sourit. « C'est l'une des choses que j'aime le plus chez toi. Que vois-tu d'autre? Je vois Will diriger ce ranch un jour avec sa propre famille. Je vois Abby avec le plus grand jardin du territoire,
nourrissant la moitié du Colorado. Je vois Sammy. Il fit une pause, la voix chargée d'émotion. Je vois Sammy grandir, fort et gentil, sans jamais savoir ce que c'est que d'avoir peur. C'est un bel avenir. C'est notre avenir. Ezra lui serra la main, chaque jour ensemble. Sarah appuya sa tête contre son épaule et ferma les yeux, respirant l'odeur des pins, de la neige et de la maison. Elle avait traversé le feu pour arriver ici, à travers la perte, le chagrin, la terreur et le désespoir. Mais elle avait réussi. Ils avaient tous réussi. Et maintenant, enfin, elle comprenait. Les hivers les plus sombres laissaient toujours place au printemps. La douleur la plus profonde pouvait se transformer en joie immense. Et parfois, quand on avait tout perdu, quelqu'un sortait de la tempête et nous donnait une raison de croire à nouveau. Sarah Ellen Callahan ouvrit les yeux et regarda les étoiles, la neige, la maison qu'elle avait construite avec l'homme qu'elle aimait. Elle avait été vendue avec ses enfants le jour le plus froid de sa vie, et un cowboy lui avait murmuré 5 mots qui avaient tout changé. Je prendrai toute la famille. 5 mots qui signifiaient le salut. 5 mots qui signifiaient l'espoir. 5 mots qui signifiaient un foyer. Et Sarah pensait, alors qu'Ezra la serrait contre lui et déposait un baiser sur ses cheveux, que c'était la plus belle histoire d'amour qu'elle ait jamais connue.